Merci à tous d'être là, ça c'est génial. Et en plus vous êtes là, pas parce qu'on va vous donner un trophée, parce que vous savez que vous n'en aurez pas. Vous êtes venus juste pour être ensemble. Et voilà, ça c'est bien parce que nous on n'aime pas vous mettre les uns au-dessus des autres, mais plutôt côte à côte à vous serrer les coudes. Et c'est ça l'état d'esprit. On a passé une soirée incroyable dans votre univers. Je pense qu'on a été bien plongé au pays des Piaf. Donc on vous remercie pour ça. On va vous annoncer le programme du jour. Il fait un temps magnifique. On l'avait prévu de toute façon, comme toujours. Et on s'en fout en fait parce que tout a été prévu pour que ce soit à l'intérieur et que s'il y a une éclaircie, on sortira. Mais voilà, la vie est belle. On va dire un petit mot d'introduction. C'est toi en fait. C'est moi qui dis le petit mot. Tous les deux, je pense. Ouais, tous les deux. Ouais, parce que hier on était chacun dans notre partie, mais en fait la partie n'existe pas si on n'est pas tous les deux à la jouer ensemble. Et nous hier soir on s'est retrouvés à la maison tous les deux tout seuls après cette grande fête, et c'est vrai que d'un seul coup l'émotion elle est tombée et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas été ensemble hier soir. Et là on est ensemble tous les deux sur la scène, et je lui dis t'inquiète pas, demain on sera tous les deux, parce que voilà, la vie c'est ça, la mare aux oiseaux c'est une histoire de... C'est pas un restaurant, c'est une maison de vie, je dis toujours c'est une maison de vie. Et ça fait des années que j'essaye de changer ce nom de restaurant, et je crois que maintenant je l'ai trouvé, c'est vraiment une maison de vie. Moi je suis arrivé ici pour vivre ici il y a maintenant 29 ans, j'avais 25 ans, j'ai tout quitté. Ça a été un long parcours avec beaucoup de doutes, mais on est toujours là, on continue à avoir des doutes et on continue à avancer, on a encore des gros travaux, on continue à changer, à évoluer. Vous avez vu hier aussi que les jeunes ils sont là, ils répondent, et ils répondent bien, ils répondent avec le cœur. C'est pour ça que le cœur des chefs, pour nous, il y avait une vraie résonance. Et pour moi c'est plus que le cœur des chefs, parce qu'un restaurant c'est pas que le chef. Et on se bagarre tous les jours et on met énormément d'énergie dans notre équipe de salle, dans notre équipe de réception, tout le monde, les plongeurs, les hommes d'entretien, enfin tout le monde a sa place. Et les producteurs aussi, parce que sans eux on ferait rien. Et ce qui est aussi magnifique, mais je crois qu'on va en parler aujourd'hui, c'est qu'il y en a de plus en plus, et ils font de plus en plus du beau travail, et ça nous aide à avancer, à évoluer. Voilà. Et aujourd'hui il y a aussi ma sœur qui est par là, voilà, qui aujourd'hui a ouvert son restaurant avec son mari, et qui a aussi fait partie de l'aventure pendant très longtemps. Et ça aussi c'est des belles histoires de vie, quoi. Histoire de famille. Je crois que pour une introduction on peut pas faire mieux que de dire que c'est ça en fait, hein. C'est un métier, moi je dis tout le temps, on me dit c'est un métier de passion, je dis non, c'est un métier d'engagement, un métier de vie. Et une fois qu'on est parti, il faut que tout le monde vive avec. Et c'est vrai que la mare aux oiseaux, moi j'étais le seul dans la famille à avoir pris ce chemin de la restauration. Et j'ai embarqué tout le monde dans les bons et les mauvais moments, et ça continue. Ça va comment tu te sens après cette magnifique soirée? Je sais pas, je sais plus. Je sais plus qui êtes-vous. Oui, ça va, super. On a passé une soirée absolument incroyable après une semaine fabuleuse aussi, ouais. Très remplie. D'engagement de tout. Et ouais, en fait c'est ça, le maître mot, je pense que c'est l'engagement. C'est l'engagement de nos gars, c'est l'engagement à nos côtés, ils le font avec le cœur, ils le font avec le sourire tout le temps. Ils sont tout le temps présents, et ce matin encore, ils sont derrière le bar. Ils ont fini à 2h30, 3h hier, et ce matin, c'est les premiers, ils sont toujours là avec le sourire, et sans vous, on n'est absolument rien, donc merci mille fois d'être là. On va annoncer le programme. On va justement parler des producteurs parce que pour Eric c'est vraiment primordial, c'est un angle capital, et donc on va faire une première intervention là-dessus, et donc vous allez voir qu'il y a de nouveaux formats qui existent, et puis aussi ce qu'on va engager là c'est des tables rondes ouvertes, c'est-à-dire qu'on est toujours, même si vous êtes nombreux, en petit comité pour moi, dans l'intime. Ça veut dire que évidemment on a des témoignages qui sont avec moi, et puis on a la salle, et on passera un micro, et vous serez
ça sera important pour nous d'avoir vos témoignages aussi. Après, on va parler justement de l'esprit de troupe. Et Félix reviendra parce que Félix, il a engagé aussi un gros travail. Un rôle à jouer. Un rôle, ouais, ben voilà, un rôle. Et donc, il y aura Yvon avec lui. Et donc, on parlera de la manière dont tu emmènes ton équipe de salle. Et ça s'appelle évidemment l'esprit de troupe. Après, on a une petite... quelque chose qui est super important pour nous, c'est viens dans mon équipe parce que évidemment on veut que les jeunes aient envie de faire ce métier et c'est, je pense, peut-être la première mission qu'on s'est donnée, c'est de donner envie de faire ce métier à ceux qui seraient peut-être parfois tentés et on est là pour ça, pour avoir vos témoignages là-dessus. Et puis on aura une histoire de transmission, on en aura 2 qui sont importantes avec des témoignages. Tout ça, ça va nous mener à peu près vers 12h15 et puis on aura des petites surprises parce que ça nous fait plaisir de vous faire des surprises comme ça, voilà, on est joueurs. Il est possible donc qu'on fasse revenir tout le monde, enfin ceux qui sont en train de préparer à la mare, ici pour 12h15. Et à 12h30, on fait une photo, on l'assure le coup parce qu'on ne sait jamais. Et donc, vous viendrez tous sur scène à 12h30 pour que, juste avant de repartir à la mare, on fasse une photo de famille. Et après, on repart donc tous ensemble à la mare. Et là, il y a le pique-nique. Et donc, ça va être un beau bordel, comme on aime. Oui, hein, c'est ça. on a déjà vu dans la cuisine. Un bordel un tout petit peu organisé, je pense que... Oui, Un point. vous l'organisez, mais il y en a qui ne sont pas encore Ah arrivés. oui, vous pouvez foutre le bordel par contre, avec plaisir même. Si plus on fait les balades en barque quand même, qu'est-ce qu'on a dit? On leur met des parapluies, si vous on avez- fait quoi? Si vous êtes chaud, ouais, mais... Voilà. Ouais. L'idée, c'est, on verra bien, mais l'idée, c'était de faire le pique-nique et vers 15h, de vous emmener balade en barque en Brière. Voilà, c'est ce qui est prévu. Sinon, on fera des danses bretonnes. Voilà, sinon... Ouais, oui, on va faire une énorme chorégraphie, on va vous apprendre. Et puis, on va rester ensemble. Alors, il y a ceux qui sont obligés de partir, et il y a ceux qui restent. S'il y en a qui n'ont pas encore prévu, ils peuvent encore s'inscrire pour ce soir. Voilà, hein, ça va. Donc, il y a aussi donc, un after ce soir. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, inscrivez-vous. Ça va? On y va? Allez, on démarre. Bon, merci. Eric, je te garde juste une seconde parce que je voudrais que tu fasses venir un gars qui s'appelle Benji. Benjamin Larue, viens avec nous. Tadam. Donc, on démarre. On va démarrer avec ce garçon. Est-ce que tu peux nous présenter Benjamin? En quelques mots, parce que Benjamin, en quelques mots, c'est difficile, hein. Et lui, je il parle sais. beaucoup plus que moi, il va très très vite. Tiens. Je vais avoir du mal à le présenter en quelques mots. Mais je pense que c'est l'essence même de tout ce qu'on fait depuis des années. Benjamin, il a poussé la porte un jour de la Mare aux Oiseaux en me disant, voilà chef, on m'a dit de venir chez vous parce que je vais arrêter ce métier, j'en peux plus. Et j'ai pu en face de moi ce que je suis venu chercher. Et je lui ai dit, ok, viens chez moi. Il est arrivé comme second à la Mare aux Oiseaux. Et puis, je sais pas, t'étais pas dans le format à l'époque, hein, c'était un peu compliqué pour toi. Donc très vite, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un restaurant, enfin c'était pas à moi, hein, mais d'avoir un partenariat avec un restaurant à La Baule et je l'ai envoyé comme chef là-bas. Et il s'est formé là-bas en tant que chef. Ça a duré 5-6 ans l'histoire, 5 ans. Ça s'appelle Season sur la plage de La Baule. Et un matin, ils m'ont appelé à 8h du mat et ils m'ont dit on te renvoie ton gars, c'est fini, on a déposé le bilan. Voilà, avec il avait 3 mois, il n'avait pas été payé, enfin bon, une petite catastrophe. Et du coup, je l'ai récupéré à la maison, ça faisait déjà 7 ans qu'il bossait pour moi. Donc, je lui ai dit, je sais pas ce qu'on va faire, mais tu vas rester avec moi, tu seras mon assistant. À l'époque, je bossais beaucoup pour Thermomix, donc écrire les recettes et tout ça, c'était pas mon truc. Et du coup, j'avais dit, tu feras les recettes, et puis quand on aura le temps, tu feras de la recherche et toutes ces choses-là. Et puis finalement, on n'a jamais eu le temps de faire tout ça, hein. On est parti dans d'autres histoires. Enfin, Thermomix, c'était quand même un énorme acteur de Thermomix avec moi. Et pendant la période Covid, Benjamin est devenu spécialiste de la vente au chef pour Thermomix. Donc, il forme les équipes et tout ça. Il a fait 2 ans vraiment avec eux à fond. Et puis, du coup,
Je l'ai mis aussi sur pas mal de choses, tous les restaurants dans lesquels j'étais conseil, les choses comme ça, c'est lui qui y allait. Et de ça, quand on a ouvert le Café du Musée à Nantes, je lui ai dit fais le sourcing. Et là il a fait un sourcing autour de Nantes et je me suis rendu compte de la richesse du patrimoine gastronomique et je me suis dit c'est incroyable. Alors nous au musée à Nantes on a été coincés parce qu'on ne pouvait pas livrer avant 10h je crois. Donc les petits producteurs à 10h ils sont ailleurs que sur la route. Mais je lui ai dit mais finalement on peut peut-être faire ça autour de la Brière. Est arrivé à ce moment-là la période Covid et pendant 2 ans on a bossé là-dessus. Et on est passé d'une douzaine de producteurs à aujourd'hui on est presque à combien 40, entre 40 et 50. Ouais, ça varie selon les saisons en fait. Donc on va faire venir avec Benjamin une de tes productrices qui s'appelle Marion. Marion qui est là. Allez hop, viens. Tu veux que je reste moi ou tu veux que je m'éclipse? Tu as oui, besoin... il reste. Oui. Ah oui, oui. Bon. Papa, il reste. Ouais. Alors, comment on va se placer? Allez-y, mettez-la. Tu restes là. Vas-y. Mets-toi là. On se met tous les deux là. Et on se parle. Ouais, et on se parle. Alors, on va présenter d'abord le poste de Benji, parce que comment est-ce qu'on peut? C'est pour ça que ça s'appelle les nouvelles façons de travailler, les nouveaux formats, les nouvelles façons de travailler avec les producteurs. C'est pour moi une première d'avoir un gars qui est uniquement, quasiment aux 3/4 du temps, dédié aux producteurs. Tu veux que c'est quoi moi je définisse le poste? La fiche de poste, s'il vous plaît, monsieur. La fiche de poste, il doit prendre le temps d'être sur le terrain et de me ramener le maximum d'informations. D'accord. Donc il a le droit de parler avec eux, de prendre du temps. Et en tout cas, on compte pas là-dessus. En fait, il part. Alors, Benjamin, il travaille du lundi au vendredi. Il a tous ses week-ends, il a toutes ses soirées. Faut penser que c'est un cuisinier à la base. Hein. C'est pas quelqu'un que j'ai pris pour ça. Donc c'est quelqu'un qui connaît aussi notre métier. Oui. Il a été second chef pour moi. Et donc lui, ce qui se passe, c'est que du lundi au vendredi, il a un peu quartier libre pour se promener sur le territoire et nous ramener tout. Donc déjà, c'est lui qui nous ramène quasiment 80% de la marchandise. On n'a pas 4 camions, 5 camions, 6 camions. Et l'idée de départ, c'était, on va pas voir les gens en leur disant je veux 3 kilos de tomates, je veux 10 kilos de tomes de chèvre ou autre. Mais c'est qu'est-ce que vous avez? Et avec ça, on va construire notre menu de la semaine. D'accord. Donc au début, les portes étaient assez fermées quand on a commencé à faire ça. On s'est pris pas mal de portes qui nous ont claqué dans la figure. On veut pas travailler avec les restaurateurs, ça paye pas, ça râle tout le temps. Et moi, il avait ordre de pas négocier les prix et surtout d'y aller doucement. Okay. Voilà, ce qui est difficile pour Benjamin d'aller doucement. Tu vas doucement des fois? Non, tu vas pas doucement. Mais après, je vais le laisser parler, c'est pas moi qui vais tout raconter. Mais voilà, en gros, sa fiche de poste, c'est d'être sur le terrain, de nous ramener le maximum d'informations, de nous ramener les produits. Et tous les vendredis, il met une liste sur mon bureau. Et le dimanche matin, en fait, Léo est au bout de la table, il passe les commandes avec tous les gars qui passent. Oui. Et moi, je suis sur mon bureau et je dessine les plats de la semaine d'après en fonction de ce que j'ai devant moi. Donc j'ai un peu ma fiche technique, c'est j'ai des noms et j'ai des produits. Okay. Et je me dis, tiens, lui, j'ai pas travaillé avec lui depuis longtemps. Lui, ça fait 3 semaines que je le fais travailler, ça va. Il a eu sa dot. Ouais. Et puis après, je fais des petites croix. Tiens, chez Marion, il y a ça. Chez Arnaud, il y a ça. Bon, voilà, je vais pouvoir tenir ma semaine. Donc, on va prendre ce produit-là. Alors, il y a des moments où c'est très bien parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Puis, il y a des moments où il y a que des choux, où il y a que des oignons, où il y a que des betteraves. Et il faut faire avec. Benjamin, tu nous présentes Marion et puis elle va, je pense, témoigner de la manière dont tu travailles. En fait, c'est pas mal. Oui, Marion, en fait, ça fait pratiquement bientôt un peu plus de 2 ans qu'on travaille avec elle et Paul, son conjoint, qui travaille aussi à la ferme, c'est important. Et du coup, Marion, je l'ai découvert un peu sur les réseaux. Et du coup, j'avais noté et puis j'ai pris le temps d'aller la voir quand j'ai pu, parce que des fois, quand j'ai pas le temps de parler, ça sert à rien d'y aller. Et on s'est rencontrés et puis elle a fait des beaux légumes. Et au début, comme tous, ils m'ont dit, non, j'ai pas grand-chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un producteur, il ne vit pas que des restaurateurs. Il vit surtout
des particuliers. Donc en fait, c'est une balance à avoir entre nous, les restaurateurs, et les particuliers. Ouais. Quand moi je vois ces champs remplis, au début je comprenais pas. Elle me dit non, il y a que 2 kilos de fenouil, et je voyais le champ rempli. Moi, je dis bah non, t'en as plein. Bah elle dit non, il faut que je fasse vivre tout le monde. Donc c'était hyper important de comprendre ça. Et ils sont tous comme ça. Aujourd'hui, le restaurateur représente, je sais pas, tu peux peut-être me dire un pourcentage. Oui, environ 20%. on Ouais, va dire. 20%. Donc voilà, on pense arriver avec nos gros sabots, oui, nous on va te faire vivre, mais non, en fait, on est juste là pour les aider, et c'est comme ça qu'on a se construit. Donc Marion, c'est pareil, je l'appelle, je lui envoie un message où je l'appelle, et elle me dit ce qu'elle a à passer. Donc elle me dit, bah voilà, cette semaine, je vais avoir du fenouil, mais tu peux m'en prendre que 2 kilos. Donc après, c'est pour ça que j'ai plusieurs maraîchers, donc je jongle avec tous, donc j'essaye de voir s'ils ont à peu près tous les mêmes produits. Et donc s'il y a 2 kilos chez Marion, bah, je vais essayer d'en prendre 3 chez Mélanie, et ainsi de suite, ça vaut pour tous les producteurs. En chèvre, au début, on n'en avait pas. Le chef m'avait demandé pendant 5 ans, je voudrais bien du fromage de chèvre. Aujourd'hui, il y en a 4, ils nous appellent tous, ils veulent tous nous vendre du fromage de chèvre, quoi. Donc on jongle avec ça, on essaye de faire vivre tout le monde, et on a des belles histoires. Il y a aussi des fois des producteurs qui ont des ratés. On a eu le cas il y a 2 ans, un fromage... Karaté, il avait fait l'espèce de poil de chat, il me dit j'ai toute une série, ça représentait énormément d'argent pour eux. Ouais. Et on a trouvé une solution, j'en ai parlé au chef qui en a parlé à Léo, et on a réussi à faire une glace, ils ont retravaillé là-dessus, ce qui était incroyable. Et on a pu aider, et en même temps, nous, ça nous a aussi intellectuellement nourris, quoi. La contrainte t'a poussé à trouver on a toujours l'histoire des carottes aussi avec Arnaud, ça aussi c'était assez probant, c'est la première fois qu'on venait en aide. Benjamin m'appelle, il me dit il n'y aura pas de carottes chez Arnaud pendant 3 semaines parce qu'il faut le temps que ça repousse. Je lui dis ah bon, pourquoi? Et il me dit il a loupé son champ de carottes. Et je lui dis elles sont bonnes? Et il me dit bah ouais, elles sont super bonnes. Et je lui dis elles ressemblent à quoi? Et il dit elles ont 3 pattes, elles sont toutes petites, grosses, épaisses, bref, elles sont moches quoi. Et je lui dis c'est pas grave, tu prends tout le champ. Et on a fait les carottes biscornues pendant 2 semaines. On a fait les carottes biscornues et on a fait les mandragores d'Harry Potter. On avait fait un plat là-dessus avec des œufs brochés. Et puis voilà, on a fait une espèce de plat magique un peu. Ça a cartonné et finalement, il a gagné son champ. Alors, Marion Denéchaud, les jardins d'Aliwen, une reconversion totale. Mets ton micro contre le menton comme ça. D'accord. C'est parfait. Alors, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu faisais avant déjà? C'est intéressant. Donc, avant, j'étais ingénieure dans les énergies renouvelables. Et du coup, il y a 4-5 ans, je me suis reconvertie. Je cherchais un métier plus du coup, dans mes valeurs, revenir à la terre. Bon, bref, on a tous entendu parler de ça. Mais voilà, j'étais vraiment là-dedans. Et c'est vrai que quand je suis arrivée donc, sur la presqu'île, le départ, c'était vraiment de nourrir, on va dire, les gens et les gens de notre village, donc de Saint-Molf. Et ensuite, j'ai eu l'appel, je me rappelle encore, de Benjamin. Donc forcément, j'étais quand même assez honorée parce que je venais tout juste de m'installer. Donc c'était vraiment mes premières années de maraîchage, mes premières fois où je produisais du légume. Mais c'est vrai que Benjamin m'a dit, je vois ce que tu fais un peu sur les réseaux. J'ai pas encore goûté tes légumes, mais c'est beau. En tout cas, voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on recherchait à la base. Donc mon conjoint est artiste plasticien. Donc voilà, entre l'ingénierie et l'artiste plastique, nous, on a vraiment une envie du beau et de quelque chose qui soit bien structuré. Et surtout qu'il soit bon. Et c'est vrai que les premières fois qu'on a vendu nos légumes à la mare aux oiseaux, on a eu des très bons retours. Et c'est vrai que nous qui avons des sols assez lourds, très argileux, on s'est rendu compte que c'est vrai que dans ces sols-là, on peut avoir des légumes avec une qualité gustative qui était quand même assez intéressante, même si c'est physiquement plus compliqué. Mais voilà, on s'en sort. Alors, comment il est en fait dans la négociation avec toi? Il n'y a pas vraiment de négociation, c'est ça qui est assez impressionnant même pour nous. En tout cas au niveau des prix, c'était vraiment la première approche, c'était on veut vous soutenir et surtout vous devez vivre dignement et donc on vous prend les légumes au prix que vous les vendez. Très clairement, nous on a une politique avec Paul, on vend nos légumes exactement le même prix aux particuliers et aux chefs. On ne fait pas des surprix pour c'est évidemment, ou des sous-prix, oui voilà. Mais c'est vrai que ta démarche était très intéressante pour nous valoriser, respecter notre travail, qu'importe les quantités qu'on pouvait fournir. Et par rapport aux petits ratés, j'en ai une aussi qui était très sympa. C'était une fois, c'était au printemps. L'année dernière, oui. Ouais, j'ai eu mes choux chinois, tout est monté en fleurs. Et Benjamin voulait des choux chinois. Et je dis, malheureusement, j'ai plus de choux chinois, ils sont tous en fleurs. Il a fait trop chaud d'un coup. Et il est venu, il a dit, mais avec les inflorescences, on peut faire quelque chose de génial. Il a pris les photos.
Et de suite, en fait, c'est vrai que pendant 3 semaines, ils m'ont pris mes inflorescences et moi qui pensais que c'était perdu, foutu, ben, finalement, ça a été mis en valeur. Et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. C'est vrai que c'était très appréciable et voilà. Et pour nous, ben, voilà, on a des métiers quand même compliqués, mais tout ça fait que ça donne envie de pousser le truc et ça nous pousse en fait à nous dire on a toujours plein de légumes à découvrir, à faire découvrir pour les chefs. Ce qui est très aussi. intéressant, c'est que Benjamin est chef. Donc ça veut dire que quand il est dans ton champ, d'abord, Il a une vision, il déjà. connaît papa Oui, je connais Baba. comme Il va me dire encore du chou. Voilà. Il sait exactement, ouais, tu sais exactement ce qu'il va dire, mais aussi tu as tout de suite l'idée en fait des choses possibles en fait. Bah, je sais qu'en fait, il y a une règle qui m'a toujours dit, on aide le producteur. Ouais. Tu poses la question à personne, tu prends. Ouais. Et on verra nous ce qu'on va en faire. Donc Ok. maintenant, je sais que j'ai pas à réfléchir ou poser la question, que ce soit au chef ou à Léo. On prend et après, on va aviser en cuisine de ce qu'on fait. Mais le but, c'est vraiment de les aider. Et on a eu le cas quand vous êtes venu Ouais. voir Marion, qui a pas osé nous parler des portes de terre, qu'elle avait Ouais. tout mis dans son champ. Et elle n'a pas osé nous dire. Et on serait arrivé C'était 15 pas jours belle. plus tôt, on aurait pu pratiquement sauver tout le champ. Donc en fait on est arrivé dans le jardin et tout de suite Benjamin dit bon alors les poires de terre. Alors Marion a dit ah non mais c'est foutu, c'est une catastrophe, c'est raté, il n'y a rien de bon. Donc Benjamin n'est pas du genre à abandonner tout de suite. Donc il dit montre-moi, viens, montre-moi où c'est, tout ça. Donc on est allé dans la serre au fond et elle a dit non mais je t'assure. Et donc on s'est retrouvé avec 2 pauvres cagettes où il y en avait 5 dans chaque. Ouais. Il y en avait un peu des abîmés sur les Ouais. côtés. Elle a dit tu vois bien que c'est raté. On Donc les lui, il a a sorti son opinel, il a coupé, il a dit ça c'est bien, Eric il va être trop content. Et donc évidemment le midi, on est arrivé avec peut-être 8 poires de terre, hein, parce Ouais. qu'on était au max. Et lui, il les a mis sur le perdreau cru et c'était magique. Voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que lui, comme il est chef, il n'est pas juste je prends mes cagettes et je livre. Oui, après, il n'y a pas que Marion, il y a plein de belles histoires. Je veux dire, quand on a commencé, il y a eu Nicolas, on est aussi une aide pour... Oui. Le chef a énormément de visibilité sur les réseaux et ça les aide aussi à eux se développer, ce qui est Oui. hyper important. Nicolas Guérin, je crois que c'est la plus belle expérience. Ouais. Enfin, pas plus la plus concret, belle quoi. expérience, parce qu'on a que des belles expériences, mais c'est très concret. Nicolas, il nous a foutu dehors. Pourquoi il t'a foutu Moi, je dehors l'appelais l'ogre Nicolas parce qu'il nous a vraiment foutu dehors. Hein. Je veux pas travailler avec vous, j'ai rien à vendre, j'ai pas de lait. De toute façon, j'ai pas le temps. Je veux pas Et travailler. je lui ai C'est dit qu'il accueillant. retourne tout doucement là. Puis au début, on a eu un pot de Gouel, puis 2 pots de Gouel. Puis un jour, il m'a dit j'ai une demi-tome, mais je te préviens, après, j'en aurai plus. Je dis mais je m'en fiche, quand on a, t'en mets, quand on n'a pas, t'en mets pas. Mm. Et puis un jour, on est parti à Paris faire les carnets de Julie avec Jean-Marie. Ouais, Jean-Marie qui est là. Oui, il est Jean-Marie. Et par là aussi. T'es où Jean-Marie? Il est là. Jean-Marie Pédron, et là aussi, c'est une grande histoire depuis. Ouais, ouais. D'amour Jean-Marie, c'est et autour de l'environnement avec Jean-Marie depuis longtemps. Et on est parti. Et puis Jean-Marie aussi, il est à fond. Alors tous les deux dans le train, on était là. Voilà, les algues, bah oui, machin. Puis Nicolas, il commençait, bah, si on faisait un fromage aux algues. Et puis on est parti, on a fait carnet de Julie. On est rentré. Et je crois 3 mois après, Nicolas est venu me voir. Il m'a fait, t'es un salaud. T'as ouvert des portes. Il dit, je croyais que je portais en moi l'héritage de la ferme d'avant, je sais plus comment il s'appelle, les cochines, hein, qui lui ont vendu la ferme et tout ça. maintenant qui habite ici. Ouais. Et il me dit maintenant, je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée. Depuis, il a créé je ne sais J'arrête plus. combien de fromages. Il a employé 3 filles, je Ouais, crois. il a monté une boutique à Il Nantes. fait Ah double ouais. traite. Il a Ouais. monté une boutique qui s'appelle Racine d'exception, de fromage d'exception de toute la France à Nantes. avec Mathieu. On continue à travailler avec lui. Et Oui. moi, il m'a apporté énormément de choses sur les laitages, sur le travail du laitage. Et voilà, c'est ça la véritable relation. On va accueillir une autre relation, c'est Mathieu Chapelle et Florent Pietraval. Alors là, on va parler un petit peu plus méditerranée que légumes. Et ce duo-là parle vrai. Non, reste là, je vais les mettre là. Mais restez, voilà. Reste là. Oui, oui, oui. Par contre, on va leur laisser. Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, ils font une entrée, pardon. On accueille Florent Pietraval, Mathieu Chapelle. C'était beau, non? Alors, mais vas-y, mets-toi là, moi je reste debout. Alors justement, on parlait, on les a mis séparés parce que hier ils étaient à côté, vraiment c'était pas possible. Prends le micro, donc je vous présente Florent Pietraval, la Mirande,
Et Mathieu Chapelle, côté fiche, c'est une entreprise de pêche artisanale engagée et durable. C'est bien ? Ça peut le faire. Donc, bonjour à tous. Déjà, moi, je vais commencer par remercier le cœur des chefs, parce que c'est très rare que les producteurs prennent la parole, et il faut le souligner. Et aussi une pensée à mes équipes qui permettent que je sois là aujourd'hui, car l'activité continue à tourner en ce lundi matin. Donc oui, effectivement, nous, on est au Gros du Roi dans le Gard, et on essaye de pêcher de la meilleure des manières depuis 2017. Et là, je pense à tout le travail qu'on a pu faire avec Florent depuis le départ. Car, Combien d'années ? Ça fait beaucoup trop longtemps. Et quand on aime, on compte pas. Donc je pourrais pas le dire. Et il y a d'autres chefs aussi dans la salle. Et les gens aujourd'hui se rendent pas compte que tout va beaucoup trop vite. Et la mer, c'est pas un supermarché. Donc je sais que cette phrase fait sourire, mais c'est la réalité. Et il faut prendre conscience de tout ça. Florent, tu nous racontes un peu qui est pour toi Mathieu ? Mathieu, donc c'est... Ça marche, c'est bon. Ouais. Je crois. Mathieu, Oui. c'est une rencontre. Mathieu, voilà, ça doit faire maintenant 6 ans, plus de 6 ans de collaboration. Au début, ça a été, on s'est jugé, on s'est compris. Voilà, c'est la relation. C'est la première fois qu'on travaillait en direct avec un pêcheur qui nous livrait directement le poisson. Et après, il y a eu le produit, la qualité, la constance, parce que souvent le poisson, le premier jour, il est incroyable, et puis plus tu dures dans le temps, plus ça régresse. Et c'est vrai que là, on a cette chance d'avoir le produit directement. Et après, il faut comprendre la mer, comprendre comment ça marche, écouter les gens avec qui on travaille. Donc, on a enlevé le nom producteur, on a appelé ça collaborateur, Oui. parce que ça fait partie du restaurant, ça fait partie de nous. Et maintenant, voilà, c'est une 50aine de collaborateurs qui nous entourent et qui créent un peu l'écosystème de notre restaurant. Et voilà, Mathieu, maintenant, il a même un menu qui tourne autour de la Méditerranée. Et dans chaque plat, voilà, on a cette essence de Méditerranée moi, qui suis montpelliérain, qui me touche et qui ramène à ce plat. Et il fallait Mathieu pour faire ça, quoi. Tu nous racontes le début idyllique. Ça me fait sourire parce que hier on l'a raconté, mais Flo il m'a engueulé, il m'a dit ouais mais surtout dis pas tout comme ça, arrange ton discours. Donc Mais là du coup j'ai un peu la pression. Ça va, Non, entre nous. c'est que en fait aujourd'hui oui. je pense que pourquoi je suis bien placé pour raconter cette histoire, parce qu'avant 2017, avant de se faire ce travail-là, j'avais pas de palais. On est les nouvelles générations où on n'est pas habitué ni à manger dans des grandes tables, ni à goûter des saveurs, des textures. Et en fait, c'était en fin 2017 et mon téléphone il sonne. Oui, bonjour. Donc Florent de la Mirande. Alors les chefs étoilés encore moins, je savais pas à quoi ça pouvait ressembler. Et quand tu arrives donc à la Mirande, une maison de caractère à côté du Palais des Papes, tu rentres dans cette grande maison avec le plancher qui craque et tu t'assois dans ces fauteuils, et que d'un coup, c'est la première fois de ma vie où je vois un chef étoilé avec son second arriver. Et là, ça a été vraiment un discours de sourd. Ouais, t'as du poisson? Oui, j'ai du poisson. Donc pas de verbe, pas de pronom, pas de tout ça. Et ça a été oui, j'ai du poisson. Demain, ok, demain. Et là, je me souviendrai toute ma vie. Donc là, on ramène une bonne partie de la pêche. Et je l'entends parler avec son ancien second, Johan. Je dis, mais je suis à côté, enfin, on peut discuter, quoi. Et il me dit, demain, je pense que c'est pareil. Ça fait 7 ans que ça dure. Mais surtout, là, on parle de la partie qu'on voit de l'iceberg. Mais tout ce qu'on a épuré, le changement de qualité, les saisons qu'aujourd'hui, on parle de saison, mais pour nous, elles sont plus d'actualité. On a dû tout mettre en place, ce travail. Et c'est sûr que ça restera gravé à jamais dans mon esprit, ça, c'est sûr. Je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même super important, c'est de parler de ta manière de voir justement le métier. Il y a des gens avec lesquels tu travaillais avant et avec lesquels tu travailles plus. Et tu dis, faut arrêter de raconter des histoires. C'est ça, déjà je suis content parce qu'il n'y en a pas dans la salle. Donc je vais pouvoir parler en Tu toute peux parler tranquillité. librement donc. C'est ça, au mois de janvier, on a eu un déclic où je pensais à Jim, il travaille avec nous. Et on ne se retrouvait plus dans nos valeurs. Aujourd'hui, tout va beaucoup trop vite. Pour moi, je pense que les gens, ils se mentent à eux-mêmes. Moi, quand j'ai eu des chefs, au départ, on n'était rien. Donc, je pense à Laura, je pense à Michel qui sont dans la salle. Au début, on n'était rien. Et ça a fait partie des premières personnes qui nous ont fait confiance aussi. Et du jour au lendemain, tu commences à avoir une émulsion. Et là, j'ai une pensée à Pierre Gagnère qui m'avait appelé. Il m'a dit, Mathieu, fais attention à tout ça. Ils te prennent comme une machine à laver et ils te sortent. Et en fait, je suis tombé là-dedans au milieu d'opportunistes. Et je reviens sur ça parce que c'est important de dire que
que tu me mentes à moi, c'est pas grave. Que vous vous mentez entre chefs, c'est pas grave. Mais je me suis rendu compte que certaines personnes, eh ben, nous, on est dans le milieu aujourd'hui de la gastronomie, on se rend pas compte qu'il y a des gens qui se privent toute une vie pour aller manger dans un étoilé. Et en fait, j'en étais là à regarder même quand j'arrivais dans les restaurants ce qui se passait dans les poubelles. Et je me suis dit, allez, stop. Stop. Donc, du coup, on a pris une liste avec Jim et on a fait notre auto-évaluation. On a arrêté la collaboration avec une vingtaine de chefs au mois de janvier. Ça a été très compliqué financièrement. Parce que, contrario à toi, nous, ça représente, on va dire, 80% de chefs et 20% de particuliers. Et dans les particuliers, il y a les collectivités parce que j'avais un rêve que mon neveu à l'école du Gros du Roi puisse manger du poisson. Ben, bref, on n'y est pas arrivé, mais on sert du poisson dans les écoles de Toulouse. C'est pas parenthèse. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là qui pouvaient se priver toute une vie pour aller manger dans un restaurant étoilé, ben, ils étaient comme moi en 2017. Ils n'avaient pas la texture du palais ni les goûts. Et en fait, s'ils s'assoient autour d'une table, autour de produits, de matières premières, et il ne faut pas leur en vouloir parce qu'on est dans ce non-savoir. Et nous, on doit prendre le temps d'éduquer. Et y manger ce poisson, alors est-ce que c'est celui qui fait bien ou c'est celui qui fait arrondir les angles? Qui c'est le menteur? Qui c'est qui dit la vérité? Ben nous, on a préféré faire le choix de faire peu et bien, et surtout de préserver, on va dire, cette communauté autour de Côté Fiche, du poisson durable, avec des gens vrais, quoi. C'est tout. Flo, je voudrais... Oui, bon. C'était bien. Flo, on va raconter une petite coulisse de chez toi. Parce que quand on est allé à Avignon, on s'est rendu compte qu'en fait, personne ne te livrait, en gros. Si, toi, quand même. Tu le livres un peu. Malheureusement. Ouais, voilà. Non, et ça, je voulais juste faire une parenthèse oui, aussi. Pardon, oui. Parce que là, ce que tu viens de dire, au départ, comme c'est des métiers de passion, on travaillait quasiment 20 heures sur 24, on livrait, on prenait des risques. Et souvent, on dit les chefs, les chefs n'ont pas trouvé le producteur, etc. Et ça, c'est vraiment une réalité. Mais ce que je veux souligner, c'est combien de chefs aussi se sont fait prendre par des imbéciles, par des producteurs qui ne sont pas les livrés, qui n'ont pas pris conscience du travail de chacun, qu'il y a des menus à honorer, des cartes à tenir. Donc oui, il y a de l'adaptabilité, mais si j'ai un conseil à donner aux producteurs, c'est aussi de se mettre à la place de toutes ces équipes qui travaillent dur vers la régularité. Parce que ils doivent tenir tout ça tout au long de l'année. Tout à fait. Non, il y a 50-50, vraiment. Flo, donc quand on est venu chez toi et qu'on a parlé des producteurs, on est parti avec toi et en fait tu nous as expliqué par exemple que Fabien Dumont, qui te fait des petits pois, enfin alors il faut dire non, il te fait des haricots verts qui font à peu près 1 mm de diamètre et le gars il me dit bon je suis obligé d'enlever tous mes haricots verts à cette taille-là parce que lui il les veut comme ça. Et lui, par contre, il a dit, mais moi, je ne peux pas livrer. Donc, qu'est-ce que tu as fait? C'est le jeudi matin, c'est ma petite balade. Voilà, j'ai la chance d'avoir le temps et de prendre le temps d'aller faire mon petit tour sur certaines personnes qui ont pas les moyens et qui ont du mal à venir. Et du coup, voilà, le jeudi matin, je vais récupérer mes caisses assez tôt. Et ça fait donc, partie... en fait, lui, il te les met à 5 h du matin devant la serre? Exactement, ouais. Et puis après, je passe à la serre, je les récupère vite fait avec la voiture et on part au restaurant. Alors, évidemment, est-ce que c'est possible pour un chef de dire tant pis, je veux absolument travailler avec celui-là, il ne peut pas me livrer, j'irai moi-même chercher mes cagettes? Après, moi, c'est un choix personnel. Je me suis senti... j'avais envie dans ma cuisine d'avoir un certain produit et une certaine vision. Et c'est vrai que d'avoir ces gens-là à mes côtés, ça m'a permis d'évoluer dans mon travail, quoi. Et donc, oui, ça m'a apporté en tant que cuisinier d'avoir ces gens-là avec moi, quoi. Parce que ça représente du temps pour toi, hein, oui, après le temps, moi j'ai toujours une vision du temps assez large, quoi. Le temps, on le choisit, on le prend et après on définit comment on l'utilise, quoi. Après, voilà, il y a 24 heures dans la journée, on choisit. Voilà, quoi. Je voudrais, avec Eric et Benjamin, qu'on dise un petit mot. On va parler d'argent, en fait. On va parler d'argent parce que moi, quand j'ai vu, et je ne sais pas ce que vous en direz, vous me le direz, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas un luxe d'avoir une personne quasiment à 70% du temps, qui n'est pas un petit jeune, c'est pas pour dire que tu n'es pas jeune, hein, mon beau, mais c'est te dire quand même que tu as quoi 15 hein 40. Non, mais tu as 20 ans de... 25 ans. Hein, voilà. Et donc, tu es quand même à 70% quasiment sur ce poste-là de sourcing, aller chercher les caisses, livraison. Alors, je vais déjà vous donner une petite combine. En fait. Voilà. Moi, j'externalise beaucoup. Benjamin, il est son propre patron et il me fait des factures de prestations.
Donc déjà au niveau des charges, c'est beaucoup moins lourd. Cyril, qui est mon sommelier depuis 21 ans, il est externalisé. Il est son propre patron aujourd'hui. Il vend aux autres restaurants, il fait le tour et il me fait des factures. Ok. Léo, qui va bientôt, normalement, peut-être prendre ma suite, ce qui est prévu. Aujourd'hui, il a démissionné il y a 15 jours. Et il va être son propre patron, il va monter sa boîte, il va me faire des factures de prestations. Voilà comment nous on a mis un peu les choses au point depuis longtemps. Et après je dirais que c'est comme un sommelier, mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment on s'est retrouvé avec mon comptable qui me disait toujours la charge salariale est trop lourde, elle est trop lourde, elle est trop lourde. Et pourtant on sait très bien qu'on est toujours coincé par le temps. Les 35 heures ça n'existe pas, on n'y arrive pas. Et je lui disais mais c'est fini les années avant 35 heures, on les aura plus jamais. Et il faut qu'on trouve des solutions pour demain. Et pour trouver ces solutions-là, on a dit ok, on va s'intéresser aux achats. Et c'est là que Benjamin est rentré en jeu. À l'époque, j'avais pas Léo comme second, j'avais Anthony. Avec Marie, Ouais, ma sœur était dans le jeu aussi. Et j'avais Léo était deuxième second. Et à l'époque, on a commencé à dire bon ben voilà, maintenant on va tout peser, tout calculer, tout mesurer, voir comment on achète. Alors Anthony, il a complètement lâché, il n'a pas compris. Et par contre, Léo, il s'est pris au jeu. Donc on lui a mis des primes. Et puis alors, il s'est encore plus pris au jeu. Et puis là, aujourd'hui, il est capable de dire, le dimanche matin, quand il passe les commandes, il est capable de dire, bon bah voilà, la semaine prochaine, il me faut tant de trucs, ça va me faire tant de portions, ça coûte tant, ça va me rapporter tant. Et en fait, il transmet ça à tous mes gars. Et on a une vraie culture aussi de la gestion d'entreprise. Et moi, j'ai beaucoup de chefs que je croise qui me disent bon, moi je sais pas, j'achète, bon, mon patron il paye quoi. Et je crois que l'avenir de demain, si on veut s'en sortir, c'est vraiment de devenir des vrais gestionnaires, des gestionnaires de la nature, oui, mais aussi des gestionnaires d'hommes, forcément, et des gestionnaires d'apprendre à compter et à compter bien, c'est très important. Quand on a fait la tournée avec Benjamin, et tout de suite j'ai compris que évidemment il ne négociait pas les prix avec les producteurs, donc c'était une évidence. Mais je lui ai dit mais alors est-ce que ça vaut le coup d'avoir dans une maison un gars qui ne fait que le sourcing et la livraison des produits? Et tu m'as dit ça vaut le coup quand même, financièrement aussi. Ça vaut le coup parce que on n'aurait pas tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est un peu enclavés en Brière. Il n'y a aucun producteur qui vient. Et le déclic, si je peux me permettre de revenir, c'est qu'un jour, comme tout le monde, on achetait chez des grossistes la viande et on prenait de la viande de Brière. Et un jour, la facture, elle arrive et on voyait que le gars qui nous distribuait la viande nous la facturait 7 € plus cher qu'à Métro. Et normalement, c'était lui le petit producteur. Et je dis, attendez, il y a un problème. Et de là, on a commencé à compter et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on fasse nous-mêmes. Et comme ça, on voyait ce qu'on achetait, on contrôlait tout ça. Et c'était hyper important de le voir, quoi. Attends, il a rencontré avec Jean-Marie aussi. Il y a Jean-Marie, il y a Alain qui est là aussi. Parce que nous, on a acheté, c'était beaucoup plus facile. On a acheté, pareil, un petit camion là qui arrivait de Paris, de Rungis. Là. Je vais pas donner le nom, hein. Mais ouais, on avait monté un petit parcours de Rungis avec tous les chefs là, tout jusqu'ici. Et puis on achetait les algues de Jean-Marie et du Croisic, on les achetait à Rungis. Et puis toutes les semaines, moi j'étais là avec ma pince à épiler, à enlever les petites algues là, les décoller pour les mettre sur mes assiettes. Puis un jour, la livraison se fait pas. Puis Jean-Marie vient à la maison, puis il commence à me parler. Oui, mes algues elles sont vivantes. Alors attention, tu les mets pas comme ça dans le frigo. Et puis il faut qu'elles prennent l'air. Et puis il faut presque que tu leur parles tous les jours. Jean-Marie quoi. Ouais. Jean-Marie, il est là-bas. Et puis là, je regarde les algues et puis je dis mais c'est pas ce qu'on reçoit d'habitude. Et en fait, là, on s'est rendu compte que nous, on passait notre commande à Rungis toutes les semaines. Et ils nous envoyaient les invendus de la semaine d'avant. Et notre commande, elle partait à Rungis pour vendre à Paris. Et qu'en fait, on payait 2 fois plus cher le produit pour avoir un produit qui était d'une qualité, et du coup moi j'avais pas envie de les travailler quoi. Je les travaillais un peu mais pas beaucoup quoi. Alors que maintenant ça a tout changé et on gagne de l'argent aujourd'hui parce qu'au lieu d'en perdre 40%, on en utilise 100%. Puis après il y a plein d'autres histoires, on a aussi grâce à ce système là pu faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire, c'est-à-dire aujourd'hui je pense beaucoup à la personne Fabrice Battard qui nous fait les écrevisses, qui est une personne extraordinaire qui était pas connue, qui maintenant travaille aussi avec Mathieu Perroux à Nantes et qui est au lac de Grandlieu, qui fait les écrevisses, mais il est à 1 heure d'ici.
Donc en fait, j'ai réussi, quand je vais au musée ou je vais chercher autre chose sur Nantes, j'organise la tournée pour aller chercher ces écrevisses. Autrement, il ne viendrait pas. Pour lui, c'est pas rentable. Quand il nous vend les écrevisses, c'est pas très cher. Donc lui, il a autant d'essence. Donc on a réussi à organiser ça avec le chef et je pense que c'est un gain d'argent pour une entreprise d'avoir. Je pense qu'il faut ça dépend l'objectif qu'on a. Mais pour un restaurant étoilé, je pense que c'est plus que rentable parce que je fais pas que ça, on développe aussi d'autres choses à côté. Ouais, et puis c'est une vraie magie quoi. Ouais. Regarde cette année, tu as trouvé des asperges, alors on donne pas le nom du producteur parce que sinon on va se les faire En face piquer. de chez toi. Mais chut. On a trouvé des asperges, on a trouvé des endives de pleine terre, on a des châtaignes de toutes les manières là qui sont juste à côté de chez nous. On Tout est arrive pareil. à avoir tout maintenant et surtout là aussi où ça rapporte, c'est que on est là je vais faire un peu de politique. On est face à une génération qu'on a marre qu'on leur mente, qu'on a marre qu'on leur raconte des histoires et qu'on fasse le contraire. Nous, on a appris, moi, ma génération, on apprend à faire attention à l'environnement parce qu'on nous a dit il faut faire attention. Quand on nous a, à l'époque, quand on nous a transmis la cuisine, on faisait pas attention, hein, on y allait. Et je me rappelle même, on prenait un turbo, on se vantait de prendre que le petit carré là, parce que c'était le meilleur, quoi. Et le reste, c'était pour le personnel ou ça partait à la poubelle. Aujourd'hui, c'est impensable de faire un truc comme ça. Hein. Nous, on fait même plus de turbo, sauf si de temps en temps, rare est-il. Et en fait, les générations d'aujourd'hui, eux, ils sont au courant. Donc quand ils viennent chez toi parce que tu dis que tu vas accueillir les fraises ou que tu ramasses les herbes ou que tu fais attention, bah si tu fais pas attention, ils restent pas chez toi longtemps. Hein. Moi, j'ai plein de mes gars qui sont partis chez des étoiles vertes et ils nous appellent chef, mais vous vous rendez compte? Et ils nous donnent les détails et ils nous disent mais par rapport à ce que vous faites à la mare, et tout ça, bah ils restent pas quoi. Flo, dis-nous un mot par rapport à ça, le côté, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir ces relations en direct? Après, je pense que même ça devient un peu l'essence de nos restaurants. Je pense que tout ce qui était une contrainte, qu'on a démarré à nous 8 ans, c'était pas évident parce que tu peux te dire voilà, on va chercher un sourcing avec des gens, avec s'adapter, comprendre comment ça marche. Et je pense que maintenant, c'est devenu notre force. Malgré nous, et ça nous habite et c'est devenu notre ADN quoi, tout simplement. Quoi. Complètement. Ouais, puis je crois que ça donne vraiment du sens à nos métiers parce qu'aussi on travaille pas que avec des gens, on travaille aussi avec notre environnement et notre environnement, on apprend à le connaître à travers cette relation-là et on apprend à savoir ce qui se passe et les dérèglements et c'est vachement inspirant et respirant de le savoir. Mathieu, et après, on va avoir un peu des témoignages dans la salle. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de travailler aussi qu'ils ont ici? La manière, elle est valable, mais pas pour le poisson. Parce que je canalise mes mots, parce qu'il y a des trucs comme ça qui sont un peu compliqués. On le vit, et nous, chez nous, dans le sud, actuellement, on le vit totalement. Parce qu'un poisson, on ne sait pas d'où il vient. En fait, nous, on est lutté par rapport, tu vois, quand tu dis que le poisson, que le producteur est moins cher qu'un grossiste, et nous, chez nous, nous, c'est un budget parce que on estime que la traçabilité, la transparence et tout le service, tout le savoir-faire qu'on a mis depuis 7 ans, nous, on n'a pas d'investisseurs. Nos investisseurs, c'est uniquement nos partenaires. Et nos produits, ils ont un budget totalement différent parce que nous, on est vrai, on n'a pas d'autres produits qui rattrapent cette marge et qui rattrapent tout ce mensonge. Donc, aujourd'hui, c'est pas parce que je pense que tu vas au producteur que les produits vont être forcément moins chers. Mais au moins, ça sera sans mensonge et ça sera du haut de qualité avec des vraies personnes derrière. Ça, c'est sûr. Ok. Ouais, si je peux juste me permettre, quand tu travailles avec des gens et tu sais d'où ça vient, tu peux travailler des poissons, d'autres poissons. Nous, on fait de la vieille, on fait de la vive, on fait du stylo, on fait tout ça. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'on sait où ils sont pêchés, on connaît la qualité du poisson. Tu prends un chinchard, s'il est pêché depuis plusieurs jours et qu'il fait la tête comme ça, tu peux pas te permettre de travailler du chinchard. Si le chinchard, tu sais qu'il vient juste d'arriver et comment il a été pêché, tu peux le garder 2-3 jours et tu peux t'en servir et tu perds pas d'argent. Marion, un petit mot pour finir. Et puis après, je voudrais qu'il y ait des témoignages. Qu'est-ce que c'est, toi, ton expérience de travailler comme ça avec Eric et Benjamin? Nous, ça nous pousse à être plus créatifs, en fait, au niveau de tout ce qu'on a envie de proposer.
Et après, le plus compliqué pour nous aussi, c'est les quantités en fait à suivre, parce qu'on travaille aussi avec d'autres chefs qui sont présents, dont Jérémy Coiry qui est tout là-haut. Et donc c'est vrai que c'est nous pousser à améliorer notre qualité, à être plus régulier. Et surtout à pouvoir proposer des choses qui changent aussi. Pour moi, c'est créativement, c'est très stimulant. Et après, je voulais aussi parler aussi, tout à l'heure on parlait d'engagement, donc nous aussi dans nos métiers on est aussi beaucoup dans l'engagement, et c'est vrai que dès que je vois tous ces chefs qui viennent nous rencontrer, discuter avec nous, je me rends compte qu'il y a quand même tout un respect du travail qui est fait par le producteur ou l'artisan. Et c'est vrai que pour nous c'est très très important, et ça donne vraiment plus de valeur à tout ce qui est fait, et je pense, et j'en suis sûre qu'après dans les plats, tout est, enfin quand on suit le tempo des saisons, j'en suis sûre que du coup ça se retrouve vraiment dans l'assiette, et c'est beau quoi. C'est très valorisant aussi. Oui, c'est vrai que en plus. Cette année, l'année dernière, du coup on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel, et que moi ça me stimulait énormément. Du coup, j'avais décidé avec Paul de remonter une serre exprès pour pouvoir faire plus de choses. Cette année, c'est plus compliqué que ça ne l'est, mais ça va venir petit à petit. Mais voilà, on essaie de mettre investir dans certaines choses pour pouvoir combler la proposition qui peut être faite sur la presqu'île. Est-ce que vous voulez ajouter un mot par rapport à ces nouveaux formats? Est-ce que vous voulez témoigner de ce que vous faites, vous, dans vos maisons? Tous en même temps, c'est bien. Je vous ai endormi ou quoi? Personne ne veut parler? Ah, vas-y. Madame Tunk, je vous en prie. Oui, on se fout. Non, merci. Déjà, les deux histoires que vous venez de raconter, elles sont passionnantes parce que je pense que toutes les personnes qui sont ici, c'est ce qu'elles essayent de faire, et c'est très très vrai, quoi. Nous on appelle ça au Collège Culinaire, on appelle ça des coopérations, et on voit que les deux parties doivent être gagnants. Ça fonctionne, ces histoires ne fonctionnent que si le producteur et le restaurateur y trouvent une valeur ajoutée. Donc tu parlais de sens pour tes équipes, mais il y a aussi autre chose derrière dans ces nouveaux formats, c'est qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait, c'est pour réussir à avoir un modèle économique qui soit rentable, aussi bien pour le restaurateur que pour le producteur. Donc dans les deux exemples qu'on avait ici de coopération, c'est quelque chose qui est rentable et à valeur ajoutée pour les deux. Et on prend souvent un exemple sur l'impact justement des faux modèles économiques, c'est que souvent les producteurs ne savent pas mettre leur prix. Tout à l'heure, Mathieu, tu parlais de tarifs justement en disant c'est pas parce que tu travailles avec un producteur en direct que c'est moins cher. Et la notion de tarif, c'est très important aussi, parce que on a deux producteurs qui faisaient du maraîchage comme Marion, qui font des petits pois en Provence. Et un jour, il y en a un d'eux qui nous appelle, les deux étaient au Collège Culinaire, un d'eux nous appelle en disant putain, il y a un problème. L'autre, il fait des petits pois, il les vend 4 balles le kilo, moi je passe pour un voleur, il est en train de me flinguer le marché, etc. Et on se dit, ok, mais peut-être qu'il y a un problème. Il me dit, mais il devrait pas être au Collège Culinaire, il me fait de la concurrence déloyale et machin. On commence à se prendre la tête, et il se trouve qu'on a Joël Thiebaud, qui est maraîcher à la retraite, qui nous accompagne et qui nous dit, demande-leur justement comment ils calculent leur prix de vente, quoi. Ça, c'est un gros sujet depuis longtemps. À chaque fois que tu parles à un producteur de combien ça va, c'est quoi ton prix de revient, il te dit putain, mais tu comprends rien, t'es pas agriculteur, ça n'existe pas le prix de revient. Or, Joël Thiebaud nous avait dit, mais si, demande-leur quel est le prix de récolte, c'est ce qui coûte plus cher dans le maraîchage. Donc on arrive avec le producteur qui faisait les petits pois à 4 € du kilo, et on lui dit alors, t'as récolté combien de kilos, en combien de temps, vous étiez combien? Ok, on était 4, ok, bon bah on va dire que vous êtes tous payés au SMIC chargé. Il fait ah non, moi mon père je le paye pas. Ah ouais, mais ton père tu le payes pas, demain ton père il prend sa retraite, c'est qui les récolte les petits pois? Et en fait en faisant juste le coup de revient, on s'est rendu compte qu'il était déjà à 9 €. Alors, on l'a fait à l'appel, hein, mais il était déjà à 9 € du kilo, il les vendait à 4. Quand son collègue à côté les vendait à 11 livrés. Donc en fait, en mettant le tarif pas au bon prix, il est en train de flinguer son modèle économique, et il est en train de flinguer le modèle économique des autres producteurs qui du coup passaient pour des voleurs, et donc tu biaises tout le marché, quoi. Et je pense que ce soit sur le poisson, que ce soit effectivement... Tu biaises tout le modèle si tout le monde n'arrive pas à vivre de son métier. Et aujourd'hui, tout doit être inclus. Donc je trouve que même Eric, ce que tu racontais en disant, ben moi j'ai sorti aussi de la masse salariale. Peut-être que tout le monde ne peut pas avoir un Benjamin à ses côtés qui prend le temps, etc. Mais peut-être qu'un Benjamin, on parlait de l'importance tout à l'heure avec Laurent d'avoir plusieurs restaurants dans une même zone. On parlait d'Annecy où il y a plusieurs personnes, etc.
Peut-être qu'un benjamin, c'est mutualisable dans une zone pour le faire à plusieurs, si c'est pas pour une personne. C'est pas con. Et ça, tu rentres dans un C'est ce modèle qu'on a essayé de économique faire à un aussi. moment, ouais. Voilà. Ah, et ça a marché? Non, parce que les autres n'étaient pas prêts à écouter forcément que quand tu veux 10 kilos de tomates, t'en as que 8 parce qu'il faut les partager. Voilà, là je schématise, hein. Que t'es pas livré à 9h30 parce que il est sur la route, hein, et c'est long, hein, la Brière, faut faire tout le tour, hein. Il y a ça aussi. Et même avec nos équipes, hein, ça a été compliqué, même avec Léo, de lui faire comprendre des fois que les légumes ou autre chose, hein, mais c'est il faut le temps d'aller chercher, c'est pas forcément la taille que tu veux, c'est pas forcément la couleur que tu veux. Des fois, il y a des trous dedans. Bon, maintenant, c'est fait, hein. Mais au départ, tout ça. Oui, mais même avec ça a été Marion, du ça arrive travail. que des fois, t'as oublié le message ou moi je te l'ai envoyé trop tard, t'es pas prête, et je vais l'aider, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut expliquer aussi aux équipes que, je pense que Mathieu, c'est la même chose. Lui, il va pêcher son poisson, il va le préparer, le livrer. Des fois, ça arrive pas, on peut pas livrer tout le monde à 9h. C'est impossible. Quand les cuisiniers ils râlent, ouais, il est 9h, ma mise en place et tout ça. Mais fais le tour une fois, viens avec moi, fais le tour de la presqu'île et tu vas te rendre compte de la problématique qu'il y a. Quand moi, plus jamais, j'engueule un fournisseur s'il n'est pas à l'heure. Je sais que le gars, il fait de son mieux avec toutes les contraintes qu'il a, quoi. Et c'est hyper important aussi de se mettre. Après, il faut comprendre aussi qu'il y a un service à faire, comme tu disais, qu'on a des clients qui payent un certain prix un menu, donc il faut que ça soit à l'heure, mais il faut aussi se mettre. Faut comprendre que voilà. Les deux côtés. Voilà. Faut anticiper. Ok. Mais après, des anecdotes, il y en a plein, hein. Ouais. Le poisson, on a mis en place des armoires de maturation. On n'est plus accroché à la vente du poisson à 48 heures. On a quasiment 8-10 jours d'avance. Et on achète tranquillement au bon prix, au bon moment. En fait, c'est quand ils nous disent, tiens, j'ai ça, ouais, ok, on va prendre ça, et puis on anticipe, et puis la semaine prochaine, on change. Ça a été une formule qui nous a vachement aidé. Et puis je voudrais juste revenir à un truc aussi de la magie de travailler comme ça en direct. J'ai un de mes gars qui a travaillé chez Dan Barber, et puis je l'emmène à la chasse un jour, là. Et puis il restait un tournesol, il prend le tournesol, il me dit, ah chef, chez Dan Barber, on faisait ça, c'est super bon à manger. Ah bon, ça se mange le tournesol comme ça? Bah ouais, comme des artichauts. Et je vais voir Benjamin, j'ai dit, non, il fait du tournesol, lui, là. Essaye de me trouver un gars qui est d'accord. Et on a fait planter à Pontchâteau, là, 2 champs de tournesol. 2 champs de tournesol. Et en fait, le tournesol, il faut vraiment qu'il soit à la bonne maturité, parce que sinon, il est pas bon. Donc, il faut aller 2 fois par semaine choisir ses tournesols dans le champ. Donc, au départ, j'ai dit à Benjamin, tu lui achètes les 2 champs. Et puis, on allait, lui, il allait 2 fois par semaine. Et on a fait combien? On a fait ça pendant 4 mois. Je crois qu'il a replanté derrière. Ouais. Et l'année d'après, par contre, tout a cramé, parce qu'il y a eu trop chaud. Et l'année d'après, Loïc, il a replanté des tournesols. Il nous a dit, maintenant, je fais de l'huile de tournesol. Donc les gars, vous choisissez vos tournesols. Et puis moi, je prends tout le reste pour faire de l'huile. Donc tout ça, en fait, c'est de l'évolution. C'est que nous, on a nos tournesols. Maintenant, on est content. Et les tournesols qui avant étaient juste broyés, maintenant, lui, il en a fait aussi un produit différent. Et il nous fait une belle huile de tournesol en biodynamie. Et on est content. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de parler maintenant? Alors, ce monsieur, je sais qui c'est. C'est Bzz. Oui, ça fait 20 ans qu'on se côtoie. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est ce que j'ai pas entendu. Alors, tu es apiculteur. Oui, voilà, excusez-moi. Oui, Alain Rey, je suis apiculteur et ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec Eric et puis d'autres chefs qui sont un peu présents ici. Depuis un petit peu moins longtemps, mais je voudrais revenir juste sur les nouveaux formats, en fait, travailler avec les producteurs, les nouveaux formats. On n'a pas parlé des changements climatiques, et je pense que ça va devenir de plus en plus important pour nous, pour les maraîchers, alors, au niveau de la mer, je connais pas du tout, je connais plus les rivières, mais je pense que ça a un impact aussi assez important dans les changements de catégorie de poissons, je pense, ainsi de suite. En tout cas, pour nous, en apiculture, on va vraiment être sur un crescendo, sur des changements d'agriculture, et donc ça va avoir un impact majeur sur ce qu'on va pouvoir fournir, et en maraîchage, en miel, et même la qualité des lait vont changer, puisqu'on va nourrir les animaux avec autre chose que des pains de colza qui arrivent d'Argentine. Donc voilà, changement climatique, j'en ai pas entendu parler, je pense que ça va avoir un impact vraiment très violent dans les 10 prochaines années. Ok.
Si ça vous embête pas, on va s'arrêter pour ce thème-là qui est assez passionnant. Et puis, comme on passe la journée ensemble, je pense que vous allez pouvoir aussi discuter avec eux. Et si vous voulez bien, on va passer au thème suivant, qui est de travailler l'esprit de troupe. Et l'esprit de troupe, c'est Félix et Yvon Potier. Comme tu veux. Tu mets au fil rouge, hein, de toute façon. C'est bien. Alors, fil bleu, pardon. C'est pas le fil rouge, c'est le fil bleu, il a raison. Alors, voici Félix Rigaud et voici Yvon Potier. Allez-y, asseyez-vous. Mets-toi là. Alors, Félix, tu nous présentes d'abord Yvon à tes côtés. Et ben, Yvon, c'est le metteur en scène avec lequel je travaille depuis 10 ans aujourd'hui. Parce qu'avant d'être restaurateur émérite, j'avais aussi une passion, c'était la restauration. Et quand j'ai commencé à m'engager aux côtés de... le théâtre. Et quand j'ai commencé à m'engager aux côtés d'Éric, et qu'on a commencé à travailler de plus en plus ensemble, je lui ai dit, il y a un seul truc sur lequel je pourrais pas faire d'impasse, c'est ça, quoi. Et il m'a dit, ok, tu vis ta vie comme tu veux et tu prends tes espaces de respiration. Et donc du coup, tous les jeudis soirs, j'ai ma soirée et je rejoins ma troupe avec Yvon, avec lequel on monte des spectacles aujourd'hui depuis 10 ans. Yvon, tu es metteur en scène. Yvon est metteur en scène. Metteur en scène et comédien. De profession, je suis comédien et ouais, je suis aussi metteur en scène. Donc pourquoi Yvon est là, c'est que ce qui était, j'ai trouvé très intéressant, c'est d'abord évidemment, moi je suis toujours très contente quand je vois qu'il n'y a aucune séparation entre cuisine et salle. Et quand il n'y en a pas, je cherche à comprendre qu'est-ce qui a fait que ça a marché tout de suite. Et en fait, Éric m'a dit, c'est simple, Félix, il venait pas de ce métier. Donc quand il est arrivé, il n'a pas compris pourquoi il pouvait y avoir une séparation. Pour lui, il y avait une troupe, en gros. Hein, c'est ça, il y avait une troupe. Et donc, il n'a pas compris pourquoi il pouvait y avoir une séparation. Et donc, toi, tu es arrivé dans ce métier et dans la mare aux oiseaux en essayant justement d'avoir une espèce de cohésion d'équipe qui t'a tout à fait pensé. Ça t'a fait penser à ta vie en fait, de ouais, c'est ça. Mais même pas que la vie de troupe, c'est qu'il y a énormément de similitudes entre le monde de la restauration et le monde du théâtre. Tous les soirs, on enfile notre costume, on règle les lumières, on monte sur scène, on joue un rôle, même si on le joue avec la plus grande sincérité du monde en salle. Sur scène, sur un plateau de théâtre, c'est pareil. Si on n'est pas sincère, on est un mauvais acteur. Et j'ai trouvé tellement de similitudes que je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut vraiment allier ces deux mondes-là. Et le théâtre peut vraiment avoir des choses à apporter au milieu de la restauration. Donc Yvon, quand tu arrives toi dans cet univers, quelle est la demande de Félix et comment tu y réponds? Eh bien, il vient de le résumer, là, d'essayer de coordonner cette équipe, de leur donner cet esprit de troupe. Et effectivement, moi aussi, régulièrement avec eux, à chaque séance, je fais le parallèle sans arrêt avec le théâtre. Vraiment. Il y a tellement de similitudes que c'est assez troublant. Ouais. Et c'était quoi la question? Quel était le brief aussi? Et quel était le brief de Félix et d'Éric sur un cas comme ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Eh bien, d'essayer de sortir des personnalités. Au début, on faisait les séances à la mare aux oiseaux. Oui. Même si c'est un cadre magnifique, c'était un petit peu compliqué parce qu'ils ne sortaient pas de leur cadre professionnel. Donc c'était plus compliqué. Puis Éric était toujours quelque part présent et Félix aussi. Et comme tous ces gens-là savaient que Félix faisait du théâtre depuis plus de 10 ans, donc ils étaient aussi encore plus intimidés par la présence de Félix. Donc très vite, j'ai dit à Félix, arrête de venir aux séances, laisse-les-moi. Tu l'as viré? Ouais, j'étais viré. Et je l'ai viré, oui. Et puis, très vite après, j'ai vraiment voulu, et j'ai demandé à Félix, si c'était possible, de les sortir de ce cadre. Okay. Et donc, je les ai amenés au théâtre.
Donc chez moi. Ouais. Voilà. D'accord. Et puis. Qu'est-ce que tu leur fais faire? Je leur ai fait d'abord découvrir un plateau de théâtre. Ouais. Parce que c'est pas évident, c'est intimidant la première fois de monter sur un plateau de théâtre. Donc c'est une vraie découverte de prendre possession de ce lieu, tout simplement en marchant le plus simplement possible. Le déplacement. Le déplacement, un travail sur le corps, sur la respiration. Le regard qui est très important au théâtre et qui est très important aussi dans leur profession. Et la respiration et aussi comment porter la voix. Ok, voilà. Ça c'est important. Donc tout ça se fait avec des exercices souvent en cercle. Voilà. Et donc tu leur apprends à déclamer les intitulés de plats, n'est-ce pas? Absolument pas, justement. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé aussi avec Félix en préparant. Et moi, j'ai dit, tu sais, de plus en plus, justement, on se rend compte que la haute gastronomie, le luxe de demain, c'est l'humain, d'aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est justement de permettre aux équipes d'être elles-mêmes et de pas du tout avoir... quand on disait on met la veste parce qu'on endosse un rôle, mais pas du tout parce que vous leur permettez justement d'être dans leur propre personnalité. Et je crois que c'est ça en fait le métier de salle aujourd'hui dans une très belle maison, c'est d'avoir des personnalités et pas d'endosser un rôle. Je pense que c'est ma mission justement, d'essayer de leur faire sortir, vous savez, cette petite folie que nous avons tous en nous. Hein, et de faire sortir, parce que au théâtre on est dans une bulle et je leur dis qu'on peut tout faire, on peut tout se permettre sur un plateau de théâtre, donc ne pas hésiter à oser faire des choses qu'on n'oserait pas peut-être dans la vie et que là vous avez le droit de le faire, et donc ils se surprennent souvent à sortir des choses qu'ils pouvaient ignorer en eux. Oui. Et donc on peut découvrir des talents cachés. Et puis j'aime bien me servir de ce qu'on pourrait penser un défaut chez un être humain, et qui peut avoir un complexe pensant que c'est un défaut. Et au contraire, au théâtre, moi j'essaye toujours de mettre ces défauts en avant et que ce défaut devienne au fur et à mesure une qualité. Et ce qui va permettre de dégager tout simplement une vraie personnalité. Ne pas jamais leur demander de jouer un rôle. Au théâtre, je leur demande jamais de jouer. Je leur dis souvent, ne jouez pas. Voilà, c'est important. Ouais. Et donc, effectivement, comme disait Félix, le parallèle avec le théâtre, voilà, il travaille dans un décor magnifique. Au théâtre, on a aussi le décor. On a un rôle à jouer. Mais il ne joue pas quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, absolument pas, même si on enfile un costume pour interpréter un personnage aux comédiens. Moi, je leur fais travailler de la même façon que je fais travailler un comédien professionnel. Hein. Je ne fais absolument pas de différence. Ah non, absolument pas. Le comédien, avant la représentation, il doit vérifier en coulisses tous ses accessoires, prendre possession du plateau, voir si le décor est bien installé, il prend ses marques. Et je pense que chez vous, c'est la même chose. Ils mettent en place la salle, ils vérifient comme nous les accessoires. Et puis le rideau s'ouvre. Là, c'est la porte du restaurant qui s'ouvre. Les spectateurs au théâtre entrent. Au restaurant, les clients. Voilà. Ben oui. Et puis, ils sont en représentation. Alors, la difficulté pour eux, effectivement, c'est que Eric va leur demander de mémoriser ou d'apprendre un texte par cœur. Et donc, ils vont être... c'est ça la difficulté. Ouais, on va demander à Félix, je pense que c'est pas du par cœur. C'est pas du par cœur, non. En fait, nous, on travaille de la manière suivante, c'est-à-dire que on leur fait quand il y a un plat qui sort, on leur fait un premier brief assez technique de ce qui se trouve dans l'assiette, tout simplement. Et
on fait un deuxième brief après entre nous. Le premier brief, il fait vraiment à la sortie. C'est-à-dire qu'on vient avec les hauts, on sort un plat. Alors chez nous, bah, du coup, avec cette espèce de hyper saisonnalité de toutes les semaines, on change des plats toutes les semaines. Donc toutes les semaines, ils ont 1 ou 2 plats, voire 3. Des fois, il y en a un, des fois, il n'y en a pas. Mais on vient en salle et on explique, nous, d'où ça vient, pourquoi c'est là. Benjamin, il intervient aussi. Donc le pourquoi du comment, tout ce qui est technique. Okay. La cuisson, le produit, le producteur, le terrain. Voilà. Et puis d'un seul coup, Félix il vient me voir. Alors on laisse mariner ça pendant une petite semaine. Dans la cave. Et après Félix vient me voir. Et après je viens le voir et je l'interroge sur un autre regard. En fait on appelle ça la deuxième lecture parce que les annonces un peu mathématiques ça nous emmerde un peu. Donc on a envie de mettre, voilà, on a envie d'apporter autre chose. Du coup j'interroge Eric sur d'où est-ce qu'il a puisé ses inspirations. On connaît un peu sa plume, donc il y a toujours un petit clin d'œil, soit philosophique, soit poétique derrière. On parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup de sensibilité, et du coup il leur sort un texte que moi après je retransmets à nos équipes de salle. Mais voilà, dans tous les cas je leur dis, ne l'apprenez pas par cœur. Ça c'est de la matière pour vous. Oui. Vous pouvez vous en inspirer bien évidemment, mais après vous le balancez au client avec votre personnalité. Alors c'est ça qui m'intéresse, c'est de... Après, ça fait quelques mois que vous travaillez... Ça fait au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Au moins 3 ans, oui. Donc dites-moi tous les deux, Félix, dis-moi, comment tu as vu l'équipe transformée après le travail avec Yvon? Qu'est-ce que ça a fait? En fait, à l'origine, moi je m'attendais à ce que... Enfin, j'ai demandé à Yvon de sortir, de leur donner des pistes pour qu'ils aient plus d'éloquence, pour qu'ils se tiennent mieux, pour qu'il y ait un meilleur maintien. Alors évidemment ça ils l'ont eu, mais le truc le plus surprenant, c'est que ça a vraiment révélé des personnalités dans une équipe. Je crois qu'il faut qu'on parle de Leïla quand même. Hein. Parce que tout le monde l'a vu hier soir, la petite Leïla. À la base, c'est une petite jeune fille qu'on a récupérée à la mission locale ici, qu'on a récupérée sur une saison pour faire des chambres et de la plonge, quoi. Et aujourd'hui, quand on la voit en salle, c'est pas un hasard. Elle s'est révélée comme un papillon qui est sorti de sa et puis ça continue, et elle veut aller plus loin. Et c'est c'est pas juste parce qu'elle fait du service qu'elle est comme ça et qu'elle rayonne. Et je crois que c'est le travail qu'ils font avec Yvon, c'est aussi aller chercher une énergie. Et cette énergie qu'un acteur a sur scène et qui balance comme ça à la salle. Ouais. Et ça, c'est pas... Moi, je fais trop de restaurants, on fait énormément de restaurants avec nous, tous les deux, où on sort à la fin, oui, on se souvient de ce qu'on a mangé, mais on sait même plus qui nous a servi. Parce qu'on nous a chuchoté dans les oreilles, on est passé derrière notre dos tout doucement pour surtout pas exister. Et quel dommage. Et à contrario, on est allé à Plénitude dernièrement. Quel bonheur de les voir en salle, ils habitent complètement l'espace, ils ont eu un positionnement des mains, des trucs, des mots, et on s'en souvient autant que de ce qu'on a mangé. On a fait, pour son anniversaire, il y a 15 jours, on était au Grand Contrôle à Versailles, mais c'est pareil, on a été complètement emportés, mais au moment où on est sorti de la voiture, pouf! Et ça, c'est pas la cuisine, quoi. Et moi, je suis tellement content de voir la salle qui revient sur le devant de la scène et qui est capable de nous transporter. On en oublie presque la cuisine, quoi. La cuisine devient un accessoire dans le lieu, quoi. Et ça, il faut aller le rechercher parce qu'aujourd'hui, les équipes de salle, les écoles sont vides, on a du mal à en trouver. Et nous, chez nous, là, notre équipe de salle, rien que là, on en a la moitié. Ils ont jamais fait de salle de leur vie. Ils sont arrivés il y a 1 an. C'est des copains de copains qui sont là. Nous, on leur file une prime s'ils nous amènent du monde. Alors, ils amènent du monde. Hein. Ils ont jamais fait. Bon, oui, tu vas être serveur. Bon, ok. Et puis, on les a formés. Mais la révélation, là, et puis pour nous, c'est un bonheur de les voir se révéler tous les jours. C'est ça. Et plus ils se révèlent, plus on leur dit bravo. Et plus on leur dit bravo, plus ils se révèlent. Et alors, c'est pas le monde des bisounours. Attention, hein, il y a des moments, ça chute. Hein, il y a des doutes. Il y a des Ludovic là qui était là hier soir. Il y a 1 mois, il voulait partir. Hein. Et puis voilà, et puis là il est en train d'exploser. C'est quelque chose d'assez important, c'est quand on a beaucoup discuté tous les deux, où justement je vous ai dit mais c'est vraiment la mare aux oiseaux, c'est le monde des bisounours, on a rigolé avec ça parce que vous avez une image d'une maison extrêmement accueillante qui peut accueillir des oiseaux blessés, on va dire, hein,
on n'en accueille beaucoup. Et vous m'avez dit, mais non, mais ça peut nous arriver aussi de nous planter. Et ça vous est arrivé parce que, ouais, ça voilà, nous est ça arrivé peut arriver. et on le prend vachement à cœur, quoi, parce qu'on s'est mis tellement la pression sur l'humain, sur le social, que dès qu'on voit que ça commence à déraper un petit peu, et ben on remet toujours tout en question, tout en cause. Et je pense aussi que cette remise en question, elle nous fait toujours avancer, quoi. On n'est jamais sûr de rien. Et effectivement, on en a beaucoup parlé dans les médias. On est aussi en partie connu pour ça aujourd'hui. Mais ça marche pas à 100% des cas, quoi. Mais au moins on est droit dans nos bottes, quoi. On se tient à nos valeurs, même si parfois c'est chaud. On garde nos objectifs et c'est ça qui, on est vrai, quoi. Enfin, voilà, c'est quoi le secret de la mare aux oiseaux? Je crois qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle, il y a une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, moi je l'ai depuis 29 ans et je la lâche pas. Et même les critiques, les modes, les changements de plein de choses, les doutes, on les a en permanence. On se remet en question tout le temps, on n'a pas peur. Mais tout ce qu'on fait, on le partage avec nos gars. Ils sont au courant de tout. Ils sont au courant des mauvais comme du bon. Ils sont au courant de l'état d'esprit de la maison, de là où on en est financièrement, de là où on veut aller. On ment pas, on triche pas. Et effectivement, comme disait Félix à l'instant, on se met aujourd'hui plus de pression pour notre équipe que pour nos clients. On a très peur de mentir, de dire un truc et de faire le contraire. Voilà, là on se retrouve depuis cette année, là, depuis un mois et demi, face à des stagiaires par exemple, qui nous disent, alors ça c'est assez nouveau, j'avoue que j'ai même perdu les mots 2 fois là. On en a eu 2 en l'espace d'un mois. Ils disent non mais moi je fais pas ce métier là pour travailler, je veux vivre. Et là, forcément, ils sont tombés dans des semaines un peu compliquées, là, entre Pâques et la semaine dernière. Et j'avoue que là, je perds un peu les mots parce que je sais pas quoi leur dire. Et c'est un peu compliqué, mais je crois que les générations, elles bougent énormément. Moi, j'ai l'habitude de dire toujours, moi j'ai 50 gamins, et mes 50 gamins, ils ont toujours 20 ans. Donc c'est que des adolescents, quoi, entre 14 et 20 ans. On peut pas leur parler aujourd'hui comme on leur parle hier. Et je crois que même en ce moment, ça va tellement vite que d'une année sur l'autre, il faut apprendre leur langage. Il faut apprendre leur code et c'est pas nous qui avons les clés. Les clés, c'est eux qui les ont. Nous, on est obligés de s'adapter à leur façon d'être, à leur façon de vivre et tout ce qu'on leur, la génération d'aujourd'hui, on dit toujours la génération gna gna gna. Bah oui, mais c'est l'héritage qu'on leur a donné, c'est ce qu'on en a fait. Et je crois que le rôle, c'est de reprendre tout ça et nous, on voit, les parents ont vachement lâché aussi. Voilà, quand il y a des problèmes, on leur paye la bagnole, on fait le banquier, on met le virement tous les mois parce que sinon ça marche pas. Vous allez un tout petit peu au-delà de on votre fait rôle quand même. On fait beaucoup de choses comme ça et c'est pour ça qu'ils restent. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des gamins qui restent et on sort des gamins comme Leïla, comme Michael qui est là aussi. Qu'on a vu et que vous voyez s'épanouir sont presque nos enfants adoptifs, quoi. Et on est au courant aussi, on les connaît tous quasiment un par un qui sont à l'extérieur du restaurant et on est tout le temps en train d'étudier, de voir la faille, on voit s'ils vont pas bien, tout de suite hop, on les isole, on prend du temps, on discute avec eux, on cherche le truc et je crois que cette confiance là ils l'ont parce qu'on leur parle vrai et du coup ils viennent nous raconter leurs histoires. Alors des fois c'est un peu lourd parce que on se dit on n'est pas armé pour ça, pour entendre les histoires, hein. mais en fait on a les clés par rapport à eux, par rapport à leur vraie vie. Et le temps qu'on peut quelque part perdre à parler et à échanger, on le gagne parce que finalement on n'a pas de recrutement à faire. Là je vois les réseaux sociaux, c'est devenu un truc, tout le monde recrute tout le temps. Moi c'est rare que je mette un message parce que je recrute. Alors par contre, voilà, on a en permanence des gens qui envoient des CV, des machins, les cuisiniers, des fois il y en a qui attendent longtemps qu'il y ait une place. En salle, on a un peu plus de mal à trouver, effectivement. Mais bon, on trouve tout le temps. On en a toujours. Excellente transition. On va passer à celle d'après. Et justement, on va continuer à parler de ça. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Alors, le thème suivant, c'est évidemment vient dans mon équipe, qui est vraiment quelque chose d'important pour nous. San, Éric Verbouet, David Gallienne, venez avec moi. Donc, évidemment,
évidemment, voilà 3 personnes qui vont pouvoir nous dire leur témoignage par rapport à comment est-ce qu'on fait pour donner envie de faire ce métier, mais vous avez tous quelque chose à dire sur ce sujet. David Gallien, le Jardin des Plumes, Éric Verboued, Maison Pic, San Sangoun de Gimbre, L'Air du Temps en Belgique. Allez-y. Un chat. Alors, on parlait des jeunes, c'est pour ça qu'on va commencer directement par David. Pourquoi je t'ai fait venir là? Parce que il y avait quelque chose qui m'intéressait pas mal ces derniers temps. Tu m'as dit que tu étais allé intervenir, tu es intervenu dans les missions locales, toi. Et je voudrais que tu nous racontes, j'ai beaucoup aimé notre conversation là-dessus, quel retour tu as eu de leur part quand tu es allé dans les missions locales? Avant de parler de la mission locale, déjà je voudrais parler et dire un mot sur Eric et sur notre rencontre, parce qu'en fait le Jardin des Plumes, c'est une histoire de transmission aussi avec Eric, et on parle de cœur de chef, mais on va aussi parler d'un chef de cœur. Quand on parle, enfin je l'entends parler depuis quelques heures, mais c'est pour moi une véritable vitrine, Eric, parce qu'en fait enfin moi je lui dois tout aujourd'hui, si j'en suis arrivé jusque-là. Pleure pas, parce que je vais pleurer aussi sinon. Mais ouais, en fait il a cru en moi, et aujourd'hui si je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Aussi. Voilà. Bon. Donc okay. cette histoire de transmission et l'investissement que j'ai aujourd'hui auprès des missions locales, mais aussi des centres de formation, etc. Parce que je suis le parrain de l'école Fauchon. Je suis également administrateur à la Chambre de commerce de Normandie. Donc j'interviens dans tous les centres de formation d'apprentis qui sont régis par les chambres de commerce. Je vais à la rencontre de ces jeunes pour justement, je pense que si nous, en tant que chef et en tant qu'entrepreneurs, on ne va pas au-devant pour parler de nos métiers, parler de notre passion, les jeunes ont un a priori en fait sur ce qu'est l'excellence, etc. Ça fait peur en fait. Ouais. Et ils osent pas. Et en fait, quand je leur raconte mon parcours, moi j'ai grandi à la ferme, des grands-parents agriculteurs, j'étais pas forcément prédestiné à devenir cuisinier, des parents comptables, une sœur experte comptable, enfin ils étaient tous dans les chiffres, et moi j'étais un peu le vilain petit canard qui voulait faire de la cuisine, quoi. Et finalement, ils se disent pourquoi pas moi, quoi. Et finalement on arrive à révéler des talents. Aujourd'hui nous on a des exemples un peu comme Leïla chez Eric, on a Clémentine qui a été recrutée à la mission locale, qui est maintenant notre deuxième de réception, qui ne croyait pas du tout en elle et qui s'est révélée au sein de la maison, quoi. Mais quand tu vas dans la mission locale et que tu leur dis voilà, nous on cherche des gens qui ont envie de s'engager dans ce métier, qu'est-ce que c'est le retour qu'ils te font? Ils ont envie ou pas? Il y a une envie, mais encore une fois, il y a une fragilité, il y a un espèce de truc qui nous colle quand même, des casseroles qui nous collent au derrière depuis un petit moment sur l'image de notre métier, qui est un métier dur, qui est un métier... voilà, je pense que c'est aussi à nous d'emmener les médias vers quelque chose de très positif, parce que on parle encore trop souvent de violence en cuisine, etc. Alors ça existait. Ça existe malheureusement encore, parce que moi aussi, comme Eric, j'ai aussi quelques oiseaux blessés qui arrivent chez nous, et je trouve ça encore dommage. Mais notre métier a évolué. Notre métier a évolué, mais malheureusement n'est pas assez communiqué. Donc c'est à nous de communiquer sur le bien-être au travail, sur tout ce qu'on met en place au sein de nos maisons pour pouvoir faire avancer les choses et donner l'envie aux jeunes de rejoindre nos équipes. Eric, on cherche énormément de pâtissiers en ce moment, tu es au courant? Il paraît. Il paraît. Comment est-ce qu'on donne envie aux jeunes de devenir pâtissiers aujourd'hui? Je pense déjà on essaie juste de faire notre travail comme il faut. Enfin, voilà, forcément il y a les réseaux qui permettent aussi de faire savoir un petit peu. Mais voilà, c'est juste le faire avec le cœur. Être sensible et sensibiliser au quotidien sur plein de choses, enfin leur donner une part de soi un petit peu, voilà, de leur faire comprendre certains messages, enfin
aller voir des producteurs, enfin voilà, de créer un petit groupe aussi, on parlait de groupe tout à l'heure, et de créer une troupe, de leur faire comprendre que voilà, on a commencé aussi comme eux. Enfin voilà, moi le jour j'ai un jeune, il m'a dit mais comment on fait pour devenir chef, vous sortez d'où, enfin c'est quoi votre parcours, enfin je dis mais moi je sors de Normandie, j'étais un petit trou du cul de Normand, enfin tu vois. Voilà, j'ai juste été passionné à un moment donné. Voilà, je connaissais pas le cœur des chefs il y a 20 ans, hein, ça n'existait peut-être pas, mais on n'existait pas. Mais voilà. Mais je me suis nourri de Turiès. Enfin voilà, je vais pas dire ça va faire un coup de vieux à Eric, mais non, mais déjà à l'époque je rêvais dans les Turiès. Enfin voilà, moi j'avais des personnalités comme ça qui me faisaient rêver, et puis je disais putain un jour faudra que j'essaye de travailler pour eux. Enfin voilà, et je pense qu'il faut que chaque jeune ait ce petit rêve et aille chercher des choses comme ça. Donc nous on essaie de sensibiliser toutes les équipes au quotidien et de leur faire comprendre que tout est possible, et que après c'est juste une question d'énergie, de passion, d'envie d'aller chercher les choses quoi. Et puis, voilà. Oui, alors il y a une petite particularité dans les maisons Pic, c'est que vous avez aussi maintenant une évolution qui fait que les gens peuvent grandir à l'intérieur, c'est ça? Oui, c'est sûr que nous on essaie de leur faire comprendre qu'il y a un parcours. Donc déjà, même au sein de la maison Pic, déjà on peut les faire commencer par le petit déjeuner, leur faire découvrir un petit peu l'univers, parce qu'il faut aussi leur faire comprendre l'univers, leur dire voilà, la maison c'est ça, voilà, donc vous allez commencer un petit peu par le petit déj, après vous allez évoluer sur le bistrot pour réapprendre les bases, parce que comme je dis, si t'as pas les bases, tu vas pas très loin, et j'essaie de leur faire comprendre que voilà, vous êtes dans le métier pendant peut-être 40 ans, voire plus. Donc il faut aussi comprendre le travail, mais avoir un maximum de base, parce que sinon vous allez durer 5 ans et après terminer, quoi. Parce que je dis n'importe quel... alors je le dis un peu brièvement des fois, mais enfin un peu... je dis n'importe quel couillon peut prendre... voilà, peut étaler une meringue, casser 2 sablés, mettre 3 fraises et un point de confit, une quenelle de sorbet, et puis voilà, ça fait un dessert. Mais c'est aller plus loin que ça, c'est dire, voilà, moi je vais chercher par la tradition, je vais chercher à retravailler un Paris-Brest, à retravailler une forêt noire, à retravailler différentes techniques, mais sans cette technique de base, on ne peut pas aller très loin et pas longtemps, quoi. Donc voilà. Donc faut travailler avec humilité, et puis voilà. Et se remettre en question quotidiennement. Tout le temps. Voilà. San, tu vas nous donner aussi une vision un peu internationale, parce qu'avec les grandes tables du monde, vous avez aussi une ouverture qui montre aussi que nous, notre difficulté peut-être en France à faire venir des gens dans les équipes, est-ce que c'est partagé dans le monde entier, tu dirais? Oui, c'est clair que la problématique n'est pas que française, n'est pas que belge, et on s'est rendu compte pendant le confinement d'avoir le témoignage des restaurateurs du monde entier. C'était quelque chose qui était latent, ça faisait déjà une dizaine d'années que c'était là, présent, on n'en parlait pas beaucoup, c'était un peu comme quelque chose de non-dit. Et là, c'est clair que ça a explosé au grand jour, et la difficulté date pas d'hier. Et c'est une remise en question de nos pratiques d'engagement, de gestion, de dialogue, au fait. Et là, oui, ça nous revient au visage, c'est clair. Ouais. On s'est pris un bon coup dans la tête. Oui, maintenant, c'est chouette de pouvoir se dire, ok, bon les gars, on a un peu déconné. C'est quoi la base du problème? Donc on l'a pris à bras le corps, et aujourd'hui, c'est du réalisme. Donc on sait que les jeunes, ça a toujours été, 400 ans avant Jésus-Christ, on disait les jeunes ne veulent pas bosser, ils se foutent de la gueule des vieux, ils veulent plus rien faire. C'était 400 ans avant. Donc aujourd'hui, c'est encore la même chose. C'était mieux avant. C'est encore la même chose. Alors, San, tu as une espèce de graduation en 5 points. Tu les as de tête, ou tu veux que je te les redise? Non, ce qu'il y a, c'est que les graduations en 5 points, nous on s'attaque toujours, tous les restaurants s'attaquent toujours au 4e, au 5e. Oui. C'est-à-dire il faut un bon environnement de travail, ça c'est déjà clair. D'accord. Des bons horaires et un bon salaire. Ok. Non, c'est la base. Tout le monde arrive à ça.
D'accord. Quoique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a 3-2-1. 3-2-1, enfin, je pense que c'est quelque chose qui existe dans les écoles de commerce, mais en même temps, moi, je l'ai un petit peu fait en fonction de ma maison, quoi. Donc 3-2-1, je pense que on doit inclure le collaborateur dans un genre de conscience de l'endroit où il travaille, c'est qu'il a quelque chose à apporter. Donc le deuxième aussi, c'est un garantissement personnel au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va pouvoir, lui, recevoir? Recevoir ou apporter? D'abord le 3, apporter à l'entreprise, Le 2, 2, recevoir. Et puis après, c'est un grandissement personnel en tant qu'être humain. Oui. Qu'est-ce que lui va pouvoir faire dans sa vie grâce à tout ça? D'accord. Et ces 3 points-là, ce n'est pas des points qui sont évidents, nous, en tant que restaurateurs, à apporter. Donc là, si on s'intéresse à ça, on se fait nous-mêmes grandir, quoi. C'est la sagesse, ça. Mais c'est à développer, hein. On peut le développer, c'est quelque chose à discuter. Effectivement, chacun va pouvoir trouver une manière de le faire. Dans sa maison. Dans sa maison, oui. Ouais, d'accord. Il y a peut-être des échanges à avoir avec vous sur ces points-là. Est-ce que je pense à un gars qui s'appelle Xavier, qui est juste là, et avec lequel on parle énormément de ces sujets. Est-ce qu'il y a... il se demande où il est. Est-ce qu'il y a un micro? Voilà. Xavier, je sais que c'est un sujet... Voilà, on en parle souvent tous les deux. Donc, Majorien, Territoria. Ça fait des années qu'on discute et qu'on réfléchit ensemble sur l'évolution de ces métiers, que tu es un super fidèle à l'état d'esprit du cœur des chefs, et on t'aime. Et on voudrait que tu nous donnes un peu ton analyse sur ce point. Avec tout ce que tu viens de dire, je suis content d'avoir pris le train ce matin pour venir. Tu m'as dit que tu m'aimais, que j'étais fidèle, que j'avais des choses à raconter. Ouais. Je bois du petit lait parce que un des problèmes majeurs de la crise de la vocation à ces métiers, c'est le fait qu'il n'y ait pas de récit positif. Alors il y en a en cuisine, parce qu'il y a un récit positif aujourd'hui autour des chefs, ou des pâtissiers d'ailleurs. Maintenant il y a des pâtissiers, c'est des stars mondiales. Donc il y a un récit positif, même si c'est une ultra minorité, il n'empêche qu'il y a un récit positif autour d'un certain nombre de métiers dans la restauration. Et puis il y a beaucoup de fonctions sur lesquelles il n'y a aucun récit positif. D'abord parce qu'à la base, il n'y a rien de positif. C'est les métiers, on l'a dit, qui sont difficiles, qui se font à contre-temps, c'est-à-dire que tout le monde travaille quand les autres ne travaillent pas, c'est-à-dire que c'est des métiers qui travaillent à contre-temps des autres. Finalement, effectivement, on peut se dire que être en salle, c'est porter les assiettes. Ce que dirait Denis Courtiade, ou dénoncerait Denis Courtiade beaucoup mieux que moi. Et ce qui manque, à mon avis, c'est effectivement avoir un récit positif. Et pour avoir un récit positif sur ces métiers, il faut leur donner, j'allais dire redonner, mais je ne crois pas que redonner est juste. Il faut leur donner la valeur qu'ils ont. Et ça passe par évidemment l'attention qu'on peut avoir, ce que vient de dire Sam, c'était formidable aussi, hein. Ouais. L'attention qu'on peut porter à l'autre en se mettant à sa place et en se demandant en tant que salarié, en tant qu'être humain, ce qu'il peut apporter. Mais ce qu'a dit Félix avant, j'ai oublié le nom et le prénom du metteur en scène, mais c'est formidable, hein, d'avoir pensé le service dans le restaurant comme un enjeu majeur d'un restaurant et de ce qui va se passer dans la salle, à table et finalement dans l'assiette. Et donc prendre ces collaborateurs, les former, leur donner une importance et une dimension qu'ils n'ont pas du tout sinon, ça change tout. Et d'un coup, vous fabriquez un récit positif, eux-mêmes fabriquent un récit positif, c'est-à-dire quand ils parlent avec leurs amis ou dans leur famille, ils disent « Ah ben, tu sais pas ce que je fais dans mon boulot, moi je travaille avec un metteur en scène. » Ah bon, pourquoi, comment? Et voilà, et d'un coup on travaille sur un récit positif. Et dès lors qu'on est là-dedans, on peut changer le paradigme. Tant qu'on n'aura pas fait ce boulot-là, en étant d'accord sur le fait qu'il y a les fondamentaux, hein, le rythme, le salaire, les conditions, etc., on ne pourra pas basculer dans une nouvelle période ou arriver dans une période de croissance et de déclenchement de vocation, parce qu'il n'y a aucune vocation à avoir pour quelque chose qui est négatif. Donc il faut retrouver un récit positif, et ce que vous racontez toutes et tous depuis tout à l'heure est formidable, parce que moi je trouve que ça nourrit exactement cela, quoi. L'attention, quoi. Être attentif à ses salariés, être attentif à son environnement, à ses producteurs. J'ai pas eu le temps d'intervenir sur la première table ronde, mais c'était top également, et je voulais boucler avec ce qu'a dit la formidable Célia Tunk. Pour bien acheter, parce qu'effectivement il y a un sujet de compétitivité, il y a deux solutions: soit on achète gros
et on met à place un rapport de force et on gagne, parce que celui qui achète gros, il gagne. Soit acheter longtemps. Et c'était l'histoire des tournesols. C'est-à-dire, ça s'appelle la co-contractualisation. Allez voir vos producteurs locaux. Alors dans le 6e arrondissement, je vois François, il y en a moins, mais autour de Paris. Allez voir les producteurs et contractualiser avec eux le fait que vous allez acheter longtemps sur une parcelle, une demi-parcelle, 2 parcelles, peu importe. Et pour le coup, on peut et trouver de la qualité, et trouver du local, et trouver de la compétitivité, parce que le producteur, quand on lui achète longtemps, il est rassuré lui-même sur ses investissements, sur l'amortissement de ses coûts, etc. etc. Ouais. Et donc, il est capable de donner une tarification. Donc là aussi, on est sur être attentif à son environnement, être attentif à ses salariés. C'est-à-dire, globalement, l'attention qu'on a portée pendant des décennies aux clients, il faut la porter à ses collaborateurs, et il faut la porter à son environnement. En fait, il y avait... Oui, bon, c'était brillant. En fait, il y avait, c'est très vrai, il y a l'effet colibri de chacun fait sa part, et maintenant il va y avoir l'effet tournesol, dis donc. Ben ouais, c'est vrai, parce que je trouve que c'est une anecdote que vous avez donnée qui illustre vachement bien la manière de travailler sur le long terme. Oui, mais je pense que c'est tout ça, moi j'écoute, mais je crois que tout est une histoire de respect et d'échange, d'aller-retour. En fait, nous les gars, alors on fait ça au moins 2 fois ou 3 fois par an, parce qu'il faut leur répéter quand même assez souvent pour que ça rentre. On leur explique qu'on n'est pas les patrons, ils sont pas les employés. On est dans une maison, on travaille tous ensemble pour que cette maison elle brille, et pas le chef. Mais la maison elle brille, et la maison c'est la région. Et que eux sont pas des serveurs, mais des compteurs, et que nous on fabrique, et qu'eux ils racontent. Et on leur dit surtout, respectez-nous et on vous respecte, mais protégez-nous, on vous protège. Vous rentrez dans cette maison, vous êtes protégés, il vous arrivera plus rien. On va répondre à toutes vos questions, même les plus privées. En échange, protégez-nous pour que nous, les moteurs de tout ça, on puisse avoir l'énergie nécessaire pour vous envoyer de la bonne énergie et pas de la mauvaise. Et moi, je leur dis toujours, vous vous rendez pas compte que quand vous bougez, c'est une pyramide comme ça, nous on est là-haut. Quand vous bougez un petit caillou en bas, nous on se prend un raz-de-marée là-haut, et qu'après, le temps qu'il nous faut, nous, pour éponger tout ça, pour renvoyer de la bonne énergie, c'est hyper long. Et même dans les rapports humains en salle, parce que c'est plus difficile en salle, on leur dit, mais le travail est tellement plus facile quand vous vous aimez, quand vous vous respectez, quand vous vous parlez bien, quand vous êtes avec des copains, que quand vous êtes en train de vous bagarrer pour un truc qui n'existe pas, quoi. Et ça, on est tout le temps obligé de le répéter un petit peu, mais ça marche bien. Quand vous dites avec Félix, protégez-nous, donne-moi un exemple d'une action où ton équipe te protège. Bah, regarde simplement cette semaine, la soirée d'hier soir. Regarde simplement la soirée d'hier soir. Moi, franchement, cette semaine-là, j'ai tellement stressé avec le temps, ce qui est complètement idiot, hein, mais bon, voilà, c'était mon truc. Je voulais que la brière soit magique. Et j'ai vu qu'il faisait super beau jusqu'à avant-hier, et que pouf, hier soir, bah, ça tournait au vinaigre. Donc ça m'a mis complètement à l'envers, tellement que j'en ai perdu un peu la voix et que j'étais dans un stress impossible. Et ben les gars, ils ont fait... Et ils ont fait une soirée magique. Oui. Et ils l'ont rendu magique. Et hier soir, bah, tu vois, même je suis passé à la fin, il y en a qui m'ont montré des photos, et t'avais tous mes gars à table avec eux. Et tout ça, et tout ça, ça se passe. C'est pas moi qui leur dis de le faire, ça le fait. Et hier soir, je suis rentré à la maison en me disant, bah, même dans un gros événement comme ça, et on n'a pas l'habitude d'en faire tous les 4 matins, ils ont gardé leur véritable personnalité, leur état d'esprit. Et tout ça, c'est du temps, du travail, de l'attention. Et c'est effectivement révéler chaque personne, et chaque personne qui vient chez moi, elle vient pas pour travailler, elle vient pour apporter quelque chose à la maison, mais elle repart toujours, on leur dit toujours, vous repartez avec quelque chose. Et il y a un truc très fort, hein. Moi j'ai bossé quand même pendant plus de 10 ans dans les grandes maisons françaises. La seule personne aujourd'hui que je suis encore et qui est encore un copain, c'est Jean Chauvel, et qui m'a apporté aussi beaucoup dans ce métier-là quand je me suis installé tout seul, perdu dans ma brière. Et aujourd'hui, moi, mes gars, ils ont des copains, ils ont une famille, ils ont une maison dans laquelle ils reviennent tout le temps. Et regarde, quand Bastien a eu son problème de cancer au mois de septembre, que j'avais pris une semaine et il m'annonce ça le premier jour, on arrive en vacances. On était complètement brisés avec Félix, on savait plus comment faire. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un mec que j'ai croisé un jour
sur un truc parce que je devais l'embaucher, puis je suis allé manger, puis il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit chef, vous vous souvenez, je devais travailler pour vous, mais j'ai pas travaillé pour vous. Et je lui ai dit bah j'ose. Et j'ai pris mon Instagram, j'ai retrouvé son truc, j'ai envoyé le truc et j'ai dit écoute voilà, je suis dans une merde noire, voilà ce qui se passe. J'ose t'envoyer un message, si tu travailles pas, est-ce que tu peux m'aider? Et voilà, et ben c'est Baptiste Le Porter, Baptiste il est par là. est venu 6 mois. Et il est venu 6 mois m'aider. Il est arrivé comme ça, il a tout abandonné, il avait des projets en Suisse, il avait avec un autre salaire et tout, et il est rentré dans la maison, il fait partie de la famille aujourd'hui. Et hier, il a repris le chemin pour venir là, il dort chez Léo. Et ben ça, voilà, c'est des trucs magiques. Ça n'a pas de prix. Et effectivement, dans la vie d'un restaurateur, c'est de la protection. Et ça nous aide à avancer énormément. Et ça a aidé Bastien à partir tranquille, à soigner son cancer, à revenir. Et Bastien, depuis qu'il est revenu, il est complètement changé de personnalité. Et il apporte énormément à l'équipe, il apporte énormément à la pâtisserie. Il met des messages sur le groupe toutes les semaines d'amour, de plein de trucs, de partage. Et waouh, bah, moi, ça me protège, ça me fait du bien, ça me donne envie d'avancer. Sur la thématique, est-ce que vous aviez un mot à rajouter sur cette thématique, les garçons Il y aurait trop à dire. Ouais, ok. Est-ce que vous voulez en profiter de dire un mot sur ce sujet ou est-ce que j'attaque directement sur celui d'après? Oui, Monsieur Beau, on vous amène un micro. Alors, Frédéric, tu vas nous dire un peu, parce qu'on doit te le demander toutes les 5 minutes, toi. T'as pas un pâtissier? Parce qu'en ce moment, je suis en rade. Non, j'ai pas de pâtissier, hélas, pas plus que vous toutes et tous. Mais en tout cas, c'est une denrée rare et je partage tellement tout ce qui vient de se dire. Non, je voulais juste partager. Vous êtes tous des chefs ici et des chefs d'entreprise pour beaucoup. On se connaît avec Eric depuis presque 30 ans. Je suis jamais venu chez lui. Et là, je me suis donné 3 jours pour me donner du bonheur. Et par rapport à vos discussions, on était avec des amis restaurateurs, des amis que connaît Eric aussi, des amis à lui. Et hier midi, j'ai trouvé tellement merveilleux la pièce de théâtre qu'on a vécue. On était sur la terrasse, c'était complet hier, 60 couverts. Et j'ai trouvé délicieux le jeune homme qui est venu nous servir en premier. Il est arrivé, bonjour, je m'appelle, je ne sais plus comment, pardonnez-moi, je suis un peu timide. Alors je lui dis, déjà le fait de le dire, ça va beaucoup mieux. Oui, mais j'ai besoin de vous le dire, je vais m'occuper de vous pendant ce déjeuner. Et ça m'impressionne beaucoup de voir des chefs. Et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Déjà dans un restaurant, on ne te le dit jamais ça. Et puis il nous a amené les premières amuse-bouches. Et à côté, ils amenaient les amuse-bouches. Et c'était impressionnant de voir comment 2 jeunes, parce qu'en salle, l'équipe est extrêmement jeune, et c'était impressionnant, il y avait 2 jeunes qui au même moment présentaient les mêmes amuse-bouches. C'était exactement le même texte, le même scénario, mais incarné de façon tout à fait différente. À côté, il a dit, alors voilà, là c'est l'huître, là c'est la petite boule avec le truc, voyage en Brière, là c'est la Loire avec le Sigur, nanana. Et nous, il nous a dit, si vous me permettez, j'aimerais vous réserver des surprises durant ce déjeuner. Si vous acceptez, je ne vous explique pas, je vous laisse découvrir, etc., etc. Et pendant tout le repas, on a eu des jeunes qui sont venus nous parler de façon extrêmement différente. Bon, moi, j'ai été restaurateur pendant 10 ans, j'ai eu 2 restaurants, donc c'est aussi ma passion, la restauration. Parfois plus que la pâtisserie, peut-être pour ça que je suis là d'ailleurs. Et j'ai trouvé délicieux de voir comment chacun avait exactement la même partition. J'étais très sensible, je les écoutais tous autour de moi. Et de voir comment le même texte était incarné de façon tellement différente, avec plein d'expressions. Tu parlais de Leïla, Eric, etc. Mais c'était rigolo de voir comment chacun jouait sa scénette, parfaitement dans l'esprit, parfaitement dans le texte, mais incarné de façon très différente. Et je trouve que quand on parle d'expérience aujourd'hui dans vos maisons, on parle d'expérience client. Et je trouve que c'est merveilleux de voir comment ils ont leur espace de liberté. Ils incarnent votre maison à travers la façon dont eux la vivent. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. J'ai trouvé que c'était un moment de bonheur. Et comme disait Eric, je me souviendrai probablement autant des scénettes, parce que c'était vraiment des scénettes. Et je ne savais pas qu'on allait parler de théâtre aujourd'hui. J'ai fait 18 ans de théâtre, moi aussi.
Et j'ai trouvé ça vraiment délicieux parce que, comme Kit disait tout à l'heure, j'ai eu aussi des maîtres d'hôtel et des serveurs. Et c'est marrant, je leur donnais aussi des petits cours de théâtre en leur disant c'est affreux d'avoir des menus récités. C'est flambit total. Et bonne dégustation. Et bonne dégustation. Alors le chef vous propose... Le chef, il te propose mes couilles, rien du tout en fait. Hein. Donc, et je trouve que c'est affreux quand le chef vous propose... hier, j'ai pas entendu ça. Non. Le chef t'a rien proposé. Par contre, il disait, le chef, à travers cette amuse-bouche, le chef Eric vous invite à découvrir ça, mais c'est pas le chef vous propose. Voilà. En tout cas, je voulais dire ça parce que j'ai eu beaucoup d'émotions hier. Je découvre la maison, l'esprit, et c'est plus qu'une maison, c'est une histoire. Et je trouve que dans les maisons que vous incarnez toutes et tous, c'est très beau d'avoir ce sentiment d'unique en fait. Et le staff est unique, le moment est unique, et vous faites vivre des expériences complètement uniques. Donc c'est un vrai challenge. Donc en tant que client et puis un peu pro, je vous dis merci beaucoup, et surtout bravo. Alors, si vous voulez bien, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de parler? Est-ce que je peux inviter les suivants? Il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot? Vous avez envie de faire pipi parce que ça continue là. C'est bon? Non, c'est bon. Allez. Non, vous êtes tous jeunes. Donc, si vous voulez bien, merci beaucoup David, merci Eric, merci San. Toi, on va te garder. On va inviter un jeune garçon qui s'appelle Léo Lebrun. Merci. Bien. Et pour parler de transmission, je voulais avoir un témoignage qui me tient à cœur. On a fait parler Laurent Petit l'année dernière parce qu'il y avait Michel Guérard. Et puis juste derrière lui, il y a Thomas Lorival et Franck Derouet. Venez. Anne. Ben, bien sûr. Il y a assez de place. Venez. Et Monsieur Félix Rigaud serait par là? Il est où? Ah, ben viens, s'il te plaît. On ne peut pas parler de la relation qu'on a avec Léo si Félix n'est pas là, parce qu'on forme un vrai triangle. Alors, Thomas et Franck Derouet, le Clos d'Essence, à Annecy. Alors, pour parler transmission, qui est vraiment un sujet qui est super important pour nous, on a choisi... pardon, je vais me mettre debout. Mais non, ça va. Mets-toi là, mon chaton. Voilà. Je voulais demander à Franck et Thomas de nous raconter cette année qui vient de passer. Parce que Laurent et Martine leur ont laissé les clés. Et là, ça fait juste un an, je ne me trompe pas, un peu plus. Et ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'ils sont aux manettes tous les deux. Et je trouvais intéressant, une fois qu'on avait parlé de la transmission de Laurent, comment il avait conçu le truc vraiment à l'avance. Voilà une transmission bien anticipée. Et maintenant, je voudrais avoir, vous, votre regard. Comment ça s'est passé? Et comment aujourd'hui, un an après, vous avez quelque chose à dire sur comment ça doit se passer, une bonne transmission? Alors le sujet est long et passionnant. Hein. Je vais parler avant Thomas parce que parler après Thomas c'est toujours très, très difficile vu le niveau. Parle tellement bien. Si vous voulez, moi mon histoire c'est... Je reviens de très loin on peut dire, puisque j'arrive en 2011 au Clos d'Essence juste avec mes couteaux. Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue avec Laurent et Martine où je lui réponds sèchement, franchement et en toute désinvolture. Jamais je serai patron, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin, si vous voulez, d'espace, d'esprit de liberté. J'avais quelques expériences autour de moi qui s'étaient mal passées. Disons que j'avais un confort aussi d'être dans l'ombre, hein, forcément. En étant cuisinier, on choisit souvent, je pense, ce métier parce qu'on n'est pas mis en avant, on est caché derrière. Donc il y a ça aussi, et puis surtout, je pense que jamais j'avais pensé à la transmission auparavant. Le fait
d'être restaurateur, acheter son établissement ne m'intéressait pas, je ne voulais pas ça. Et la transmission, avant 2019, jamais je n'y avais pensé. Alors, juste pour rappeler, combien d'années tu as passé au Clos d'Essence avec Laurent et Martine? On a travaillé 11 ans ensemble, puisque je suis arrivé en 2011. La transmission s'est faite, s'est conclue, on va dire, en 2023. Tout de suite, tu arrives second? Tout de suite, oui. Tout de suite, voilà. Chef exécutif. Et puis, si vous voulez, dans la transmission, en fait, c'est une longue histoire. La transmission, elle existe vraiment si elle est belle, si l'histoire est belle, parce que faire une transmission sans cœur, ça ne peut pas fonctionner. Si vous voulez, il y a plusieurs notions pour qu'elle existe déjà, cette transmission. Il faut incarner la maison, il faut la vivre et l'habiter, la comprendre. Ensuite, il y a une notion, je dirais, de temps aussi, puisqu'il faut du temps pour que tout ça se crée, puisqu'il faut du temps pour grandir au sein de la maison. Il y a une notion aussi de valeur, voilà, de valeur humaine, puisqu'il faut de la transparence, il faut de la sincérité, de l'honnêteté. Et puis je dirais qu'il y a une vraie notion de relation. Parce que sans la relation, si on ne s'aime pas entre nous, ça ne fonctionne pas. Toutes ces valeurs n'existent pas. Donc une fois qu'on a tout ça réuni, je pense qu'à partir de là, seulement on peut penser à une transmission. Auparavant, si vous voulez, depuis quelque temps, quand on me parle, qu'un client me dit « Ah, c'est vous qui avez racheté », racheter pour moi c'est devenu un gros mot, un vilain mot. C'est vrai que ça ressemble pas du tout, hein, c'est pas du tout le bon terme. C'est ça, ça correspond pas du tout à ce qu'on a vécu. Et c'est une véritable histoire, un cheminement dans le temps, une histoire d'amour, une histoire de vie entre quatre personnes qui s'est vraiment ça s'est bien révélé, passé. Quoi. Thomas, depuis quand tu es au Clos d'Essence, toi? Moi, ça va faire 8 ans. Ça va faire 8 ans. Donc je suis arrivé en 2016. J'avais un parcours de vie passionné de gastronomie, passionné de cuisine, de sommellerie. Enfin voilà, le prisme de la restauration m'emballait depuis le plus jeune âge. Et la rencontre avec à chaque fois des maisons où j'ai souvent ou toujours fait le choix de travailler pour des maisons incarnées par des personnes, incarnées par des couples. Avec des histoires, enfin voilà, la maison tenue par une personne ou par un couple, moi, m'inspirait. J'adorais cet esprit-là de la gastronomie. Et voilà, je pense que moi non plus, bien évidemment, j'arrive au Clos d'Essence. Je faisais mon parcours, je suis arrivé, j'avais 26 ans. Donc, tu pensais pas. Est-ce que tu pensais un jour que tu aurais un restaurant? Non, j'étais pas dans ce schéma-là. Ouais. J'admirais, Ouais. j'admire toujours. Hein. Enfin, je suis venu l'année dernière, je revis ce moment cette année. Tous les moments qu'on peut vivre là depuis plusieurs années où on a ces témoignages, forcément, ça nous amène une forme d'admiration, le cheminement, faire le tour de la maison avec Eric et entendre que ça fait 27 ans, 30 ans, la manière dont ça s'est construit. Enfin, pour nous, en effet, c'est toujours une gifle de voir un peu la manière dont les choses se sont construites. Notre cheminement, il est différent. On récupère une maison qui a été construite, qui a été amenée après 30 ans de réflexion, de travail par Laurent, par Martine, et cette manière dont nous, on arrive finalement comme ça, un peu catapulté dans une maison. Alors, je dirais que la transmission, la transmission, elle peut exister à la seule raison qu'on puisse avoir à un moment confiance en nous, moi et Franck, pour se dire c'est totalement possible. Ouais. Et on ne peut pas se réveiller un jour comme ça, je ne vois pas le schéma, tout du moins moi après l'avoir vécu, je ne peux pas imaginer qu'après avoir repris cette maison, dans 20 ans, je vais me dire, bah tiens, j'arrive à 2 ans de la retraite, il va peut-être falloir que j'y pense. Je ne pense pas. Je pense que c'est une manière dont on peut avoir une intégration de ses équipes, une considération de ses équipes, et à un moment, dans cette relation qu'on peut mener avec des gens qui incarnent la maison, dont on sent finalement qu'ils sont chez eux, qui transpirent cette même énergie, qui réfléchissent à la même chose que vous, la manière...
Et ben, je pense qu'à ce moment-là, ces personnes-là peuvent avoir suffisamment de confiance en eux pour se dire je vais racheter une maison qui a 3 étoiles Michelin à Anne-Sylvieux. Et finalement, ça m'a pas paru être une montagne de le faire. Bien sûr, je pense qu'il a fallu de l'insouciance pour le faire, mais... Au début, vous êtes quand même un peu tombé sur le cul. Oui, voilà. Ouais, quand même. Donc, on va raconter petit flashback. Racontez-nous tous les deux à quel moment Martine et Laurent vous proposent ça, vous en parlent, et la tête que vous faites à ce moment-là. C'était dans le Jura. Alors, je dirais pas qu'on le sentait venir, mais on avait quand même une implication dans la maison qui était quand même forcément importante. Franck était là depuis longtemps. Moi, ça faisait 3 ans que j'étais là. En fait, finalement, c'était assez rapide, quoi. Laurent et Martine vous disent on part ensemble 2 jours. C'est ça. Dans le Jura, donc de là où je viens. Laurent et Martine aiment bien les symboliques. Ils n'ont pas voulu faire ça n'importe où. Et en effet, donc dans le Jura, un repas chez Jean-Paul Genet, ma toute première maison, là où à 15 ans, 16 ans, je faisais déjà mes premiers extras les vendredis soirs, les samedis soirs, en tant que sommelier, enfin voilà. Et donc sur ce repas-là, en effet, il nous en parle. Voilà, on le sentait venir, on en avait même parlé, je me souviens, 2-3 jours avant avec Franck en disant qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous annoncer. On le sentait venir, mais on ne savait pas tellement sous quelle forme et comment, enfin quel allait être le montant du projet. Et finalement, c'était très clair dans la manière dont Laurent et Martine avaient réfléchi ça, la manière dont ils nous l'amenaient. Ils vous ont dit quoi ? On sentait que le sujet était travaillé. Oui, clairement. Il nous a été apporté bien ficelé. Et donc, ils vous ont dit quoi, alors ? Eh ben que voilà, leur chemin au Clos d'Essence avait été fait, que Laurent avait cette volonté de transmettre au plus beau moment de la maison, là où l'énergie était la plus belle. Et ils nous ont amené ça en disant bah voilà, je pense que maintenant la maison elle est pour vous, les garçons. La maison elle est pour vous. On vient d'obtenir 3 étoiles au guide Michelin. On s'est beaucoup investi ensemble. On parle de tous les 4, mais on s'est investi à la hauteur de ce qu'une entreprise peut s'investir, c'est-à-dire l'intégralité des équipes, surtout pour aller relever une volonté de décrocher les 3 étoiles. Et donc voilà, il nous la propose comme ça en disant la maison elle est pour vous. Et ça peut se faire comme ci, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que, Franck, à ce moment-là, tu dis oui tout de suite ? Ah non, pas du tout. Il répond pas, Franck. Non, on est quand même abasourdi parce que on essayait de deviner qu'est-ce qui allait se passer ce week-end, qu'est-ce qu'ils avaient à nous dire. Et en fait, on a bien réfléchi tout l'été. Ça, c'était le 7 juin 2019. On s'est donné tout l'été pour pouvoir réfléchir et prendre du recul et voir l'immensité du projet, parce que la transmission, elle se construit comme si c'était, si vous voulez, un projet d'entreprise, comme une ouverture ou une construction. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, quoi. Vous avez hésité ? Voilà. On a réfléchi. On s'est mis dans la position du doute, dans la réflexion de la peur. On a essayé d'imaginer les pires schémas. Mais on s'est dit, jamais on n'aurait pu avoir une opportunité pareille. Jamais on pouvait voir le Clos d'Essence sortir vendu chez un financier ou quoi que ce soit. On était impliqués dans cette maison. En plus, on aimait cette maison. Voilà, on aimait et on aime toujours le couple qui la tenait. Et forcément, on n'avait pas non plus envie de la voir partir n'importe où. Et à la fois, on a réfléchi, et à la fois, on était criblé de doutes. Et à la fois, je vous dis, c'est cette manière dont la maison, Laurent et Martine ont pu nous impliquer, nous amener leur confiance, les décisions qu'on pouvait avoir, l'écoute qu'ils pouvaient avoir, nous ont aussi mis, moi, de par mon pragmatisme, dans une situation qui m'a dit, finalement, j'ai la sensation d'avoir contribué à ce que le Clos d'Essence est actuellement, avant même qu'on me le propose. Et cette situation dans laquelle on m'a amené, année après année, en très peu de temps, en 3 ans, m'a amené dans un positionnement sur lequel, en effet, j'avais la confiance de pouvoir me dire « j'en suis capable ». Et ça, c'est aussi, c'est une histoire de transmission qui passe par à mon sens, une grande intelligence de se dire
comment peut-on investir ces équipes, comment peut-on déléguer, comment peut-on leur donner la sensation qu'ils ont une place ultra importante. Ne pas tenir la maison sur la starification d'une seule personne, et parce que ça rejoint un peu tous les débats qu'on a eu avant, dans la manière dont on peut amener, dans la manière dont on peut amener de l'intérêt dans ces métiers de salle, etc. C'est un vrai combat. On a repris une maison à part égale, on est investi, on n'a pas voulu d'investisseurs non plus. Un vrai duo. Un vrai duo, exactement. Et c'est un vrai combat actuellement de faire en sorte que le rayonnement des deux personnes existe. Qu'est-ce que c'est que vous pouvez dire un an après qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui est formidable? De faire comprendre qu'on n'a pas racheté cette maison, qu'on n'en a pas hérité, comme si elle était, comme si elle nous était pas due, ou comme si un héritage nous tombait d'un travail dont on n'avait pas été acteur. De faire comprendre que Franck était là depuis très longtemps, que moi j'étais là depuis moins longtemps, et de faire comprendre que cette maison, elle n'a pas été vendue, voilà, et qu'elle a été réellement transmise. Et ça, c'est vraiment, c'est le fond du sujet, quoi. C'est vraiment le fond du propos. C'était la plus grande difficulté, parce que finalement, on n'existait pas aussi. Et je pense que on n'existait pas dans cette maison, en dehors de la maison. Et pourtant, Laurent martelait finalement l'importance qu'on pouvait avoir. À chaque fois qu'il intervenait quelque part, il parlait de vous. Et il parlait de nous. Enfin, voilà, dans des moments d'émotion qui ont pu l'amener à monter sur scène pour aller chercher sa 3e étoile au Guide Michelin. J'ai encore ce moment en effet sur lequel il pense à citer nos prénoms. Et pourtant, Dieu sait qu'on peut avoir pas mal de choses dans la tête, surtout qu'on a un cheminement de 30 ans derrière. Donc voilà, c'est cette légitimité qu'on doit avoir maintenant dans cette maison, de faire comprendre qu'on n'a pas été catapulté là-dessus. Il faut avoir beaucoup d'humilité aussi, parce que, encore une fois, à l'écoute du moment qu'on peut passer aujourd'hui, des histoires qu'on peut avoir, d'écouter un peu le récit de chacun, on se dit qu'en effet, le chemin a été tumultueux pour beaucoup de personnes, et la manière dont ils ont construit la chose est très inspirant pour nous, bien évidemment. Et qu'à la fois, il faut aussi avoir confiance en ce qu'on est, en ce qu'on fait, être parfaitement droit dans ses baskets en disant si on a repris cette maison, c'est qu'on en était capable. On est convaincu qu'on est capable de reprendre cette maison, on est convaincu de pouvoir continuer à la faire grandir. Donc, et maintenant, il faut le faire savoir, il faut le faire comprendre et montrer en effet que la maison respire différemment, mais dans une continuité, quoi. Franck, quelque chose à ajouter? Je crois que c'est pas mal. Non, disons, oui, comme je disais tout à l'heure, après Thomas, c'est dur. Non, on est toujours dans cette optique de construction. Le Clos d'Essence a commencé à vivre en 92 et il évolue, il change, mais il y a toujours la construction derrière tout ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut faire passer le micro à Monsieur Laurent Petit, juste pour un tout petit mot? T'es trop ému? Non, ça va. Juste un petit mot, parce que tu vois les garçons un an plus tard, et c'est eux qui sont sur scène pour raconter ce que la maison, comment la maison a été bien transmise. Bon, ok. Moi, je bois du petit lait, merci. Merci pour tout ça. Mais... Bon, je peux rien dire. Bon, ben ça, c'est bon. Alors, on a choisi justement cet exemple-là parce que voilà, ça nous fait du bien de voir une maison comme ça qui continue. C'est des sujets vachement importants. Il y a des sujets vachement importants qui sont aussi la transmission familiale, parce que là, a priori, vous n'êtes pas les enfants cachés de Laurent Petit, on est d'accord? Non. Mais dans l'esprit un peu quand même. Mais c'est presque ça. Et donc, transmission familiale aussi vachement importante. Je pense que l'année prochaine, on parlera de ça. Donc, quand Éric Guérin m'a dit, nous, on parle déjà de transmission, j'ai dit, mais tu es taré, t'es jeune, quoi, mon gars. T'as encore du boulot. Mais en fait, pour Éric et Félix, c'était déjà le moment d'en parler. Et donc, je voudrais que vous nous disiez un petit peu comment c'est venu, cette réflexion-là. Je me souviens plus trop comment c'est venu, mais bon, la genèse, c'est David. Hein. David, il est rentré au Jardin des Plumes parce qu'il avait des expériences un peu compliquées ailleurs, et je lui dis moi je cherche quelqu'un, toi tu cherches quelqu'un, donc travaillons ensemble dans une bonne intelligence. Et je lui dis si tout va bien, dans 5 ans peut-être que je te revendrai le Jardin des Plumes, puis moi je retournerai en Brière, parce que c'était quand même compliqué de faire 400 km dans 2 maisons étoilées. J'avais toujours
un pied à droite, un pied à gauche, puis j'habitais pas les deux maisons. Et je venais souvent pour les problèmes. Et puis finalement, les choses sont allées vachement vite parce que David, il a fait Top Chef. Et puis bon, Top Chef, on sait tous que en septembre, nous, on savait déjà qu'il était en demi-finale. Donc, enfin, en finale en tout cas. Donc là, à partir de ce moment-là, à l'époque, ça allait vachement vite. Parce que qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que derrière, on sait ce que c'est la vie d'un Top Chef. Hein, ça part vite. Et puis, y a des contrats partout. Et puis, on a beau avoir une grande ouverture d'esprit, il y a un moment tu peux pas être patron et avoir ton gars qui est tout le temps foutu dehors et puis t'as plus personne dans ta cuisine, puis il faut trouver quelqu'un pour le remplacer et puis après il y a tout ce qui se met en route quoi. Et du coup on a fait la transmission avec David en 4 mois je crois, puisqu'il a dû acheter 15 jours avant le Covid en plus. Mais bon voilà, ça s'est fait assez vite. Et je sais pas là comment on en est arrivé nous à en discuter assez rapidement. Peut-être que Léo il s'en souvient. Il vaut mieux en parler que moi, parce que en plus moi ça me touche beaucoup. Vas-y. Alors Léo Lebrun, tu es chef de cuisine depuis combien de temps chez Éric Guérin? Moi je suis arrivé il y a un peu plus de 8 ans aujourd'hui, en 2015, septembre 2015. Tu avais quel âge? J'avais 19 ans. J'avais 19 ans, chef de partie, j'ai fait mon petit chemin. Et puis après, il y a eu une succession de choses qui ont fait que je suis passé sous-chef junior assez jeune, très jeune même. Et puis après, voilà, ça a déroulé, tout s'est déroulé un peu comme ça, et jusqu'à prendre le lead un peu de la cuisine avec chef, et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Alors il y a Léa Pocher qui est ton... Il y a Léa depuis un an, qui est là maintenant. Il y en a eu d'autres avant elle. Il y en a eu d'autres. Alors, avant elle. Rappelle-nous ce premier moment quand tu parlais de ça. C'est avec Félix. Ouais. C'était rouverture confinement après le confinement 2020. On a fait une journée producteur avec toute l'équipe. On avait pratiquement une nouvelle équipe donc pour faire découvrir les producteurs à tout le monde. Et on s'est arrêté chez notre producteur de pigeons, Rémi Anezo, pour prendre un petit pique-nique le midi et boire un petit verre ou deux. Et t'étais bourré en fait. C'est ça l'idée. Non, et en fait on revenait de confinement et le confinement a fait réfléchir pas mal. Le premier, le deuxième encore plus, mais le premier beaucoup. Et moi la réflexion elle est venue de moi-même tout seul, en y réfléchissant, juste en me disant, en fait comme je suis passé sous chef tôt, chef m'a envoyé à la base dans plusieurs maisons, mais au final j'en ai fait qu'une. Il m'a envoyé à la Grenouillère chez Alexandre Gauthier pendant 3 semaines. Oh, c'est pas mal. Ouais. Pour me faire bouger, pour pas que je m'endorme un peu ici et que je vois un peu autre chose. Et en revenant de la Grenouillère, en fait, j'ai eu comme un déclic qui m'a fait dire que c'était pas obligé de faire 2 ans partout, 3 ans partout, d'aller voir toutes les maisons étoilées, et que quand on avait trouvé la sienne, c'était peut-être bien d'y rester. Et quand l'univers nous plaisait, ça servait peut-être à rien d'aller en chercher un autre. Donc à partir de là, je me suis dit que je resterais longtemps, ou du moins je me suis pas posé la question du temps d'années que je resterais, juste que tant que je m'y sentirais bien, j'y resterais. Et donc après, voilà, la réflexion est venue, on a parlé un peu avec Félix, en lui demandant surtout de rien dire, ce qu'il n'a pas fait. Et Félix ce qu'il n'a pas fait du tout, et un mois après, on s'est retrouvés en salle petit-déj avec Samy, qui est le comptable, l'expert comptable de la maison, même un peu plus que ça. On s'est retrouvés tous les 4 pour divers sujets de cuisine, de cos, de tout ça, et ils ont mis le sujet sur la table. Innocemment. À la fin de la petite réunion, ils ont mis le sujet, et chef a dit que c'est quelque chose qui était envisageable et que ça pourrait exister, quoi. Est-ce que ça te faisait pas peur? Non, je pense que ça m'a jamais fait peur. Ouais. Mais toi, non? Non. L'espèce de gros maison qui a tellement... Non. 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 T'as les épaules, hein? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Et puis en fait, comme on a dit tout à l'heure, quand on est dans... Moi, quand je suis à la marche, c'est ma vie, c'est toutes mes journées, c'est toutes mes semaines, c'est là-bas que je me sens bien. Voilà, le confinement, c'était ça aussi, c'était le fait de plus avoir les gars avec nous autour, de plus être tous ensemble, de plus être protégés, comme chef a pu le dire tout à l'heure, de tout ça. Donc, je sais pas, je me suis dit à ce moment-là que je me verrais bien faire toute ma vie ici. Et quand à partir du moment où chef a validé la chose entre guillemets, je me suis dit en fait, si on est d'accord tous les deux, c'est quelque chose qui peut se faire. Et on a laissé le sujet officieusement sur la table pendant 2 ans sans jamais en reparler une seule fois. D'accord. Jusqu'à une sortie de guide Michelin il y a 1 an ou 1 an et demi, je crois que c'était en 2022, donc il y a 2 ans même, où on est allé manger chez Lulu Rouget un soir pour que je découvre le resto parce que j'avais jamais mangé chez lui. Et au moment du dessert, on en a reparlé, encore avec un petit verre du coup.
Ça aide un peu. Ouais, après, quand il est à jeun, il dit non. Ouais. Et du coup, là, c'est là qu'on a lancé la chose, quoi. À quoi il faut, Eric, faire attention pour une transmission réussie, tu crois? D'abord, je crois qu'une maison de personnalité comme la mienne, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de vie. C'est pas un lieu de travail. Moi, je suis arrivé ici, j'avais 25 ans. J'ai tout abandonné pour vivre ici. Et cette maison, elle s'est construite en même temps que moi. J'ai jamais eu de projet. J'ai jamais eu un objectif de carrière. On ne sait jamais ce qu'on va faire demain. On ne sait jamais ce qu'on va pouvoir faire demain. On ne sait jamais si on va exister demain. Et tous les jours, on met son cœur, on met ses tripes, on met tout ça. Et ça, on ne peut pas le faire sans les autres. Donc ça crée une famille. Et ça crée des gens sur qui on compte. Ça crée des gens sur qui on vit. Et à un moment, on a du mal à se dire ça va s'arrêter. Comment je vais lâcher ça? Alors en même temps, tu vois, il y a un moment, tu arrives au bout et tu te dis, il faut le faire tant qu'elle est belle, il faut le faire tant que ça vibre, il faut pas être un jour se retourner, être un vieux chef acariâtre et... Merci Félix. Et se dire, merde, j'ai loupé un truc, tu vois, et il faut le faire avant. Et moi j'arrive, j'ai 54 ans, je veux pas non plus être trop fatigué quand je vais m'arrêter, parce que je bosse depuis l'âge de 15 ans. Et que des maisons comme ça, je les ai pas construites par le fruit du hasard. Hein. J'ai bossé pendant 20 ans en 7-7, où je suis passé par tous les postes et par tous les états. Plus après, il faut tenir les finances, il faut tenir les doutes, il faut tenir tous les gens qui viennent nous polluer là. Et en plus, il faut inculquer des bonnes manières, des bonnes paroles, une philosophie, une énergie. Puis après, il faut communiquer. C'est moi qui communique, la maison aussi. Et puis tout ça, c'est voilà. Et moi, la peur que j'ai aujourd'hui, c'est pas tellement une peur. Pour moi, la facilité, c'est de revendre à un groupe parce que forcément, on est approché aujourd'hui. Il y a des gens qui défiscalisent et des petites maisons comme la mienne là, ça intéresse bien, quoi. C'est facile à gérer pour eux, c'est pas grand chose. Ils ont plein de millions à donner. Moi, chaque million, je suis allé le chercher. Et je continue à les chercher. Je les aurais payés toute ma vie. Et ça, c'était la facilité. Et après, le jour où, effectivement, Félix, m'a dit, tiens, Léo, j'ai eu une discussion. Et puis hop, là, d'un seul coup, ça devient un truc qui tourne à trois, là. Mais ça reste quand même l'essence même de ma maison, de ma vie, de tout ce que j'ai donné, de tout ça. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que je veux pas qu'il se loupe derrière, tu vois. C'est un vrai bonheur de se dire que cette maison, elle va continuer, comme le jardin des plumes continue. C'est un vrai bonheur de dire aussi, je sais pas si après il continuera avec les mêmes acteurs, mais je pense qu'il est assez intelligent, Léo, et il comprend beaucoup de choses très très vite, et même plus vite que moi. Et je pense qu'il va garder les piliers et toutes ces choses-là. Et en fait, ça continue à protéger les gens, ça continue à protéger aussi le village, ça continue à protéger, ça continue à écrire l'histoire. Et quand j'entends souvent les gens me disent, mais comment quelqu'un peut prendre la maison derrière toi? Il y a Mathieu Guibert qui est là. Et je crois que c'est un bel exemple. Ouais. Parce qu'il a pris la maison et aujourd'hui la maison est totalement incarnée et elle est totalement rayonnante. Ouais. Et c'est tout à fait possible de prendre une maison, d'y apporter sa touche, mais de garder l'esprit et de garder, comme font les garçons aussi au Clos d'Essence, mais d'exister. Et je crois qu'on est dans un pays où on est toujours à voir le pire, à nous faire peur. Mais non, gardons notre âme d'enfant et fonçons. Et moi, voilà, le seul truc aujourd'hui, c'est que on a encore des gros projets là. Et effectivement, les gros projets qu'on va lancer là, qui sont très gros projets financiers, qu'on va encore complètement tout emprunter. Moi, à 6 ans de la retraite, je le fais pour Léo et avec les deux là. et aujourd'hui, effectivement, j'ai plus peur que je n'ai eu peur toute ma vie en empruntant avec rien du tout dans un monde qui était complètement éloigné de tout. Et j'ai plus peur aujourd'hui parce que voilà, je me dis. Faut que je lui laisse un bébé en pleine forme et que ça continue. Félix, voilà. Comment est-ce que tu le rassures? Vous avez encore 2 ans en étant là, tout simplement, en étant là, en absorbant un maximum cette part d'ombre qui existe dans nos métiers, dans toutes les vies, mais c'est vrai que nous, on est confrontés à... C'est un métier de vie, donc forcément, voilà, on a cette part d'ombre, elle existe. Donc j'essaie d'en absorber une grosse partie. Mais toi, tu savais que c'était la bonne idée, quoi. Léo ? Ouais. Tout de suite, instantanément. Il y a un réel respect.
c'est pas de l'amitié qu'on a pour l'autre, l'un pour l'autre, c'est un respect éternel pour le travail de chacun. On n'est pas en compète, on n'est rien, enfin, et ouais, c'est au-delà de l'amitié, quoi. C'est un vrai truc, il y a des liens qui sont très 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 forts. Et je pense qu'il y a que dans ce genre de métier-là, dans ce genre de milieu, ce lien-là, qu'on arrive à créer ça, quoi. Et puis on en parlait tout à l'heure, c'est aussi la magie. On prend des gamins, il a 19 ans, il arrive là, il a jamais fait d'étoiles et Michelin, machin, il rentre là-dedans. Et à chaque fois qu'il a pris un palier, il l'a absorbé, il a pris toutes les bonnes choses, il les a transformées. Et encore une fois, quand on a dit, on en a parlé aussi tout à l'heure, on a commencé à parler des costes, d'acheter meilleur, tout ça, ben, il y en a un, il a fui. Léo, il a pris ça à bras le corps et aujourd'hui, c'est une machine, quoi. Et il comprend le truc par cœur, il a complètement absorbé, il le fait vivre et c'est grâce à des gens comme ça que la maison elle est vivante et que nous on respire et qu'on peut se permettre d'aller plus loin. Le projet Cœur des Chefs, quand on a dit il y a un an on y va, bon, pendant un an les deux là ils ont pris le truc voilà, jusqu'à ce qu'on arrive hier. C'est génial, quoi. D'ailleurs Léo, c'est chez Bocuse, non, que tu as commencé à le chauffer, c'est ça? Ouais, bah, c'est la première fois que je vous ai rencontré déjà. C'était tout nouveau pour moi. Tu me vous vois Non, tu parles de Jean-Phi et moi. Hein. Je mets toujours Jean-Phi avec toi, moi. Non, bah, ça faisait partie du commencement de la transmission, en fait. Le but, c'était que je sorte un peu avec Chef, que j'aille rencontrer un peu tout ce beau monde et de voir un peu ce milieu où moi j'ai toujours été caché dans la cuisine, quoi. Donc c'est là que c'est venu, et oui, c'est là qu'on a parlé de... Moi, sur le retour avec Chef, j'en ai parlé, je dis, mais il faut le faire à la Mars, ce truc-là. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit, c'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est ce qu'on a dit aussi. Et après, l'année dernière, on allait chez Prima, et je dis, il faut le faire à la Mars, ce truc-là. Il a dit, c'est peut-être possible. On va les dragouiller un peu, on va voir. Et ça a marché. Thomas et Franck, vous qui avez l'expérience maintenant de la transmission faite, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce trio qui est en train de réfléchir à la même chose que ce que vous avez fait? Bah, pour Eric, je le laisserai se rapprocher de Laurent, puisqu'ils sont dans la même position. Ce sera sans doute plus facile. En tout cas, bravo au trio. Vous allez vivre des moments plein d'intensité. Alors profitez-en. Ça sera des grands moments à vivre, des découvertes fascinantes de chacun d'entre vous. Et puis Léo, bravo, félicitations. Tu vas voir que le fait de passer de l'homme de l'ombre au projecteur, tu vas évoluer, tu vas te découvrir et tu vas être. Tu vas être toi-même. C'est ça, tu vas te découvrir, tu vas être qui tu es, tu vas t'épanouir et tu vas te révéler. Et ça, c'est quand même une très très belle chose pour un cuisinier, de passer de l'intérieur de la cuisine à l'extérieur, ne serait-ce que rencontrer ses clients. Et quand je dis rencontrer ses clients, c'est surtout plus fort que tout. Ce qui m'est arrivé, ce que j'ai découvert de moi-même, c'est quand tu deviens toi-même, tu rencontres véritablement les gens qui t'entourent. Que ce soit les clients, tes collaborateurs, ton associé, et puis ta famille. Ça va jusque-là. Voilà, c'est vraiment ta vie qui change. Alors bravo et meilleure chance. Bonne route. Le mot de la fin. Eh oui. Eh ben, oui, dans la continuité de ce qu'il dit Franck, en effet, il faut qu'il y ait une parfaite transparence. Pour ceux qui connaissent Laurent et Martine, en effet, ils ont une facilité de parler aussi des chiffres, de cet investissement, de toutes ces choses-là. Une grande transparence. Exactement, et c'est essentiel. C'est essentiel. Tout du moins, si Laurent me disait, en effet, il faut être chef, il faut être philosophe, il faut être politique, mais il faut être surtout chef d'entreprise, quoi. Et en fait, être chef d'entreprise, à un moment, c'est avoir des réalités et faire preuve de pragmatisme par rapport à des situations d'investissement, de situations économiques, géopolitiques, tout ce qu'on peut connaître, de recrutement, etc. Donc, et en fait, pour être armé par rapport à ça, il faudra poser beaucoup de questions et il faudra en face, du coup, donner beaucoup de réponses. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Il y avait zéro sujet qu'on ne pouvait pas traiter. Oui. Et que ce soit dans la transparence des chiffres
Et c'est ça aussi finalement, hein, parce que de racheter un projet sur lequel on n'a pas parlé d'argent, de toute cette discussion jusqu'à maintenant, et on en a finalement parlé une fois avec Laurent au début, une fois un peu à la fin, et tout le reste c'était de la philosophie, écarter les avocats, on les a mis chacun de leur côté, parce qu'eux défendent leurs intérêts, avec une habitude forcément de défendre des intérêts de clients qui ne se connaissent pas, et qui donc forcément discutent un bout de gras. Donc il y a aussi à un moment une vraie nécessité de mettre des fois l'avocat de côté en disant ça c'est de la philosophie, il y a de l'humain, on règle ça d'abord entre nous et ensuite on mettra juridiquement les choses au clair. Donc il y a ça aussi. Et en effet, après, pour parler chiffres, derrière, il faut avoir la connaissance des chiffres. Et quand on va demander un projet à des banques et financer des projets à 7 chiffres, il faut connaître le sujet, ni plus ni moins. Et nous, on le connaissait parce que ça faisait déjà bien 2-3 bilans qu'on voyait passer devant les yeux, on savait ce qui était investi, on savait comment ça pouvait se financer. Et de voir finalement cette mécanique assez lisible, ça nous a mis aussi dans une situation de confort en se disant, voilà, on peut racheter sans investisseur ce fonds de commerce, on peut racheter les murs sans investisseur. Enfin voilà, on peut faire ça, c'est totalement possible. Et l'argent est un sujet qu'il ne faut pas écarter. Et ensuite, ça nous laisse aussi la tranquillité d'esprit de pouvoir réellement vivre la maison et incarner la maison avec une forme de détachement à cette pression financière qui à 33 ans, me fait très bien dormir, quoi, sans aucun problème. Donc voilà. Je pense que c'est important aussi d'être bien entouré. Nous, on a la chance d'avoir un comptable qui nous accompagne bien et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on se permet ces choses-là. Ah tu me donneras son nom. Ouais. Parce que tout seul, je l'aurais jamais fait autrement. Si j'avais pas la confiance en lui et de me dire il fera tout pour que ça tienne la route. Et en plus, il explique bien les choses à Léo, et ça nous aide aussi vachement. Et puis l'anticipation, c'est-à-dire qu'on a. Alors ça peut être un peu compliqué de se dire, parce qu'on s'y est pris à 7 ans. Enfin, on a mis 7 ans sur la ligne. Bon, là maintenant, il n'y en a déjà plus que 6,5, 5,5. Je sais plus, ça va trop vite, j'arrive pas à suivre. Mais l'anticipation, c'est bien aussi parce qu'on fait les choses par étapes, quoi. Quand il faut. Il y a plein de choses qu'on met en place. Et effectivement, tous les sujets sont discutables. Est-ce que le micro est encore quelque part? Mathieu, t'es où, Mathieu Guibert? Alors, Mathieu Guibert, Anne de Bretagne, en effet, c'est un super exemple. Et on va finir avec toi, Mathieu, par rapport à la transmission. Alors toi, c'était pas ton papa et ta maman, mais c'était des gens que tu respectes énormément. Et c'est une histoire, en fait, c'est Philippe Mille qui dit à quelqu'un qui connaît, j'ai Mathieu Guibert, il aimerait bien rentrer au pays. Et voilà, tu te mets en relation avec le propriétaire de Anne de Bretagne. Exactement. Bonjour tout le monde, en tout cas très heureux d'être ici. Très heureux que vous veniez en Loire-Atlantique. Merci à Eric, à toute l'équipe de la Mare de faire déplacer tout le monde en Loire-Atlantique. C'est bien, c'est cool, c'est bien d'avoir des moteurs comme vous. Et effectivement, donc monsieur, madame Vétélé, donc tout ce que tu viens de dire, c'est exact. J'étais au Crayères, donc mes parents sont originaires, je suis originaire de Saint-Michel-Chef-Chef, juste à côté de la Plaine-sur-Mer, et puis voilà, les choses se sont faites, un petit peu dans le même esprit que ce que vous dites, un petit peu différemment que les deux histoires qui sont sur scène actuellement, parce que j'étais pas du tout dans la maison, moi, pour le coup, donc la transmission est un petit peu différente. Mais oui, pour résumer, deux choses pour résumer un petit peu mon histoire et vos histoires, en tout cas en l'occurrence, c'est que d'une part, moi j'avais envie d'acheter, monsieur, madame Vétélé avait envie de vendre. Je pense que le cœur, l'envie est quand même le moteur de beaucoup de choses. Après, on trouve les sujets, on trouve les solutions, mais du moment où il y a l'envie, c'est quand même assez formidable. Et puis je crois beaucoup aux énergies, je crois beaucoup à tout ça. Il y a des moments de vie et mon père dit souvent, des fois il y a le train qui passe, il faut le saisir, il faut monter dedans. Avoir un brin de naïveté, t'en as parlé Thomas, avoir un brin mais pas de la naïveté idiote, de la naïveté de se dire voilà, on avancera, le train passe. Et je pense qu'il faut saisir ces opportunités-là. Pour le coup, quand on me demande comment tu as fait, parce que moi non plus, pas d'investisseur, je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, côté maternel, côté paternel, donc j'ai l'argent d'un cuisinier, donc assez
je crois surtout que j'ai été remboursé en une fois de tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, quand tous ces efforts, quand on me disait du moins, pourquoi tu fais ça pour ce chef, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'embêtes, en une fois j'ai été remboursé. Donc je dis aussi, tu vois, j'ai une partie de l'équipe qui est juste à côté de moi, je leur rembourse pas forcément tous les efforts qu'ils font pour moi. T'en parles souvent, Eric, de tout ça. Néanmoins, le jour où il a fallu, Philippe Mille a eu ça c'est la richesse de notre profession, quoi. Philippe Mille a eu aussi, voilà, il s'est retrouvé à côté de Philippe Vétélé, on en a parlé. Philippe Vétélé m'a beaucoup aidé. D'autres chefs m'ont aidé. Je vois Laurent, on a eu beaucoup de discussions avec Laurent et Martine aussi. C'est aussi le cœur de nos métiers. Il faut pas oublier ça. C'est le fait de se retrouver, le fait de, voilà, on fait les efforts tous, mais on aime faire des efforts quand même. Et si on a choisi ce côté métier passion, c'est qu'on a ce brin de folie, et donc avançons, et je regrette absolument rien, et voilà, on en est là aujourd'hui. Je suis hyper content. Moi, j'ai passé les 7 ans, enfin pour tous ceux qui sont un peu entrepreneurs, oui, que c'est quand même des points d'étape, hein. J'ai passé les 7 ans, j'aurai les 15 ans aussi, je me dis tiens, j'ai un autre point d'étape, et ça a été vachement symbolique, mais vachement important. Et voilà, on est là, debout, et on essaie d'avancer. Donc, mais grâce à des gens comme toi, si j'ai le mot de la fin, je te dirais merci au cœur des chefs, à toi, Jean-Philippe, parce que si vous ne créez pas vous-même ces énergies-là, pour se retrouver tous ensemble, pour poser des mots, pour poser des énergies, pour avoir des gens qui sont très inspirants devant moi, toi, là, ça fait 2 heures à peu près, 3 heures qu'on discute, tu vois, je prends une claque, quoi. Enfin, tu vois, sur beaucoup de choses, quoi. Tu vois, et pourtant, on est voisins, hein. Avec Eric, on est voisins, je sais ce qui se passe, mais pas assez encore, tu vois. Donc, il faut des gens comme vous aussi pour nous faire se retrouver, pour nous faire se poser des questions. Donc, bravo, merci. Alors, on arrive bientôt au bout. Je vais garder un tout petit peu de temps. Pas grand-chose, mais on a des petites choses à vous montrer de ce qui est en train de se passer pour nous. 2017, 3, 4, 5, 6, 7, ben voilà, on en est aux 7 ans, exactement. Eh ben, ça veut dire, on en est aux 7 ans, ça veut dire qu'on est en train de, et je vais vous mettre à contribution, on est en train de se dire qu'aux 10 ans, parce qu'on a l'objectif quand même d'arriver jusqu'aux 10 ans. Après, on verra, mais en tout cas, on espère tenir encore 3 ans. Et aux 10 ans, on va faire une grosse expo et un gros livre qui va représenter les 10 ans avec vous. Donc, je pense qu'on va arriver à trouver, mais ça va être un peu de tri, une photo par chef qu'on aura vue dans les 10 ans. J'espère 2. Ça va faire un gros livre, hein. Et on cherche un lieu d'expo, d'ailleurs. Donc, on a besoin de vos idées, puisqu'on est une communauté. On cherche un lieu d'exposition pour qu'il y ait vraiment tous les chefs qui ont été vus pendant les 10 ans, qui seront à expo. Donc, une photo du chef et l'anecdote qui va avec. L'idée, c'est plutôt d'avoir les moments volés et d'avoir l'anecdote de la rencontre avec le ou la chef qu'on sera allé rencontrer. Donc voilà, je vous livre ça, à vous de mouliner. Mais je sais qu'il faut l'anticiper parce qu'on pensait au Grand Palais, par exemple. Donc, si vous connaissez quelqu'un. Je voulais vous parler, on peut passer, Marie-Lou, à celle d'après. Je voulais vous montrer la route du cœur, où on en est. Eh bien, on en est à 60, dis donc. Alors, je vous explique ce que c'est la route du cœur. C'est vous. Ce sont l'itinéraire qu'on propose aux clients, aux convives, aux passionnés de gastronomie, de faire. Il en manque un peu là. Ouais. Oh, ouais. Il en manque un peu, mais en fait. Nous, on est très ouverts, hein. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de diffuser le cœur des chefs dans leur équipe et auprès de leurs clients, parce que vous savez qu'on n'est pas en kiosque. Le kiosque, pour les revues comme les nôtres, c'est pas possible, parce qu'il y en a beaucoup qui sont jetés. Et nous, on imprime que ce qui est commandé. Comme vous à la réclame, quoi. Vous allez dresser ce qui a été commandé et vous n'allez pas rester avec toutes les assiettes sur le pass. Et ben nous, pareil, on ne veut pas rester avec les revues sur le pass, parce qu'on y met beaucoup de cœur et beaucoup d'argent à les faire. Et on ne voulait pas que
que ça soit gaspillé. Donc on a choisi de dire non au kiosque et on a préféré être dans vos maisons. Et c'est donc avec cet itinéraire-là, et il en manque un peu parce qu'il y en a qui se sont rajoutés, il y a la famille Viera qui s'est rajoutée par là. Bon. Donc on est à 60. Julien Royer qui est à Singapour, à Odette, est le seul diffuseur Asie du Cœur des Chefs, ce qui fait que les gens, les Français qui vont à Singapour retrouvent un peu de vous tous dans sa maison. Et puis on a commencé à aller vers le nord, uniquement la Belgique, mais uniquement pour un gars seulement. Mais bon, je vous le dis parce que si vous voulez faire partir de cette aventure, et si vous voulez, parce qu'on n'est pas trop du genre à appeler les gens en disant tu veux pas être diffuseur. Donc si vous voulez en parler à des potes, faites-le pour moi parce que c'est pas mon truc. Mais voilà, ça c'est la route du cœur. Je voulais, alors justement comme au Michelin, j'y étais pas, je m'en tape, mais je voulais vous montrer, en fait, je vais vous annoncer aujourd'hui chez qui nous allons aller l'année prochaine. Je ne peux pas vous donner la date exacte parce qu'on n'est pas encore dans les agendas, mais je peux vous le dire. Et en fait, alors, c'est marrant cette fois, je vais vous le faire deviner en fait. C'est marrant, parce que je ne vais pas faire, on va faire alors, c'est où? Dans le nord, dans le sud, machin? Non. Alors, c'est pas dans l'ouest. Je vais vous le faire deviner, c'est un duo, mais c'est un duo, ils ne travaillent pas dans la même maison. Chacun a sa maison, ils sont à quelques minutes, quelques kilomètres l'un de l'autre, et ils s'entendent extrêmement bien. Il y en a un des deux qui est dans la salle. Voilà, vous avez 1 heure. On avait la photo. Quelle photo? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, il y en a un qui est dans la salle. Venez, en attendant que vous cherchiez, venez et asseyez-vous, parce qu'il va y avoir des trucs qui vont être diffusés après. Venez. Est-ce qu'il y a une bouteille d'eau quelque part? Vous avez un peu d'eau? Vous êtes bien assis ou hein? Tout le monde est assis? Venez. Benji, assieds-toi. Ah, on ne sait jamais. Bon, je vois que vous avez une idée ou quoi? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voulez boire ou quoi? Moi ça va. Moi ça va aussi. C'est bon? Ok. Alors, c'est pas dans l'Ouest. Je dirais que, alors comment vous dire ça? On a fait un des événements les dernières années qui n'était pas très loin. Ça va, c'est facile. Ouais, bien sûr, c'est au Luxembourg. Non. Non. Ah, on n'est pas loin. On est en vallée du Rhône. À Vienne. Trouvez 2 gars qui sont super potes, qui font le marché ensemble tous les samedis matins et qui se sont dit, nous, le Cœur des Chefs, ça va être chez nous, dans nos 2 maisons. Parce qu'on va faire un bifort chez l'un, l'événement chez l'autre. Philippe Girardon, viens par là. Viens avec nous. L'événement du Cœur des Chefs l'année prochaine, c'est à la Pyramide et chez Philippe Girardon. Passe par là. Donc Patrick-Henri Roux n'a pas pu venir, mais son compère est là. Il nous a appelé il y a quelque temps, et puis voilà, vous savez que nous, ça prend beaucoup de temps. Et donc ils ont décidé tous les deux de faire un accueil un peu particulier. Est-ce que vous avez un micro encore? Tiens.
Un accueil un peu particulier qui va être les 2 maisons côte à côte qui vont nous accueillir à côté de Vienne. Vas-y, à toi. Bonjour à tous, enfin tous ceux que j'ai pas vus en tout cas. Je pensais pas me retrouver sur la scène aujourd'hui, je suis assez ému, pardonnez-moi. Je suis d'ailleurs beaucoup plus à l'aise avec mes casseroles et mes couteaux qu'avec un micro, moi. Avant de parler, on a combien de temps là? Pas longtemps. Je fais court. Non, mais je veux quand même résumer ce qui s'est passé comme depuis hier soir, parce que j'ai été le vilain petit canard qui est arrivé à 23h02 hier soir. Et l'accueil qui m'a été réservé, je ne suis pas prêt de l'oublier. Voilà. Donc merci. Merci, à cause d'un avion loupé. En effet, avec Patrick à la pyramide, je l'excuse de ne pas être là. Tous les samedis matins, on côtoie tout ce que vous avez raconté. Nos producteurs, on est tous les samedis avec 1, 2, 3 de nos collaborateurs. On va sur le terrain. Et on prend ce qu'il y a. On n'a pas une liste de courses. On prend la saison. L'année dernière, à cette époque, c'était déjà l'été. Mars, avril, cette année, avril, la pluie, le vent, on a eu autre chose. C'était bien différent. Et puis, on a fondé, il y a déjà quelques années, l'Agora des chefs. On est 5 copains. C'est facile parce qu'avec une main, on a fait le tour et puis on n'est pas nombreux pour pouvoir faire des événements. Et puis... le corps des chefs, ça nous touche. On se retrouve là-dedans avec nos équipes, nos familles. On parle de transmission. En effet, ça fera partie certainement d'un prochain sujet. Parce que moi, il y a eu une grand-mère cordon bleu, une maman cordon bleu. Je suis la 3e génération. 41 ans que je suis dans ma maison. Et là, je prépare l'arrivée de la 4e génération. Avec Amélie, ma fille aînée, qui est déjà avec moi depuis maintenant 3 ans. 2 garçons derrière qui, je l'espère, arriveront. En tout cas, c'est bien parti. Et l'idée était facile avec Patrick, de se dire, écoute, on va essayer de le faire tous les deux, donc on espère qu'on sera à la hauteur. Là, vous avez mis la barre très haut, les gars. C'est vrai. Mais en fin de compte, je ne regrette pas d'avoir loupé mon avion hier. Même si j'ai pris 2 cartons jaunes par ma femme en 2 minutes. J'espère que j'arriverai à les effacer en rentrant. En tout cas, avec toutes les belles histoires que je vais déjà avoir à lui raconter, il y en a qui ont envie de partir en vacances à Punta Cana. Moi, j'ai envie de revenir chez toi. Alors, c'est une grande première pour nous. C'est tout à fait l'état d'esprit du Cœur des Chefs. Ce n'est pas une maison, mais ce sont 2 qui vont vous accueillir. Moi, je pense qu'on aura plein de belles choses à vous faire découvrir. Du Condrieu, du Côte-Rôtie, de la rigotte de Condrieu. Ceux qui ont fini avec moi tôt ce matin ont vu que la Chartreuse, on aura de quoi se raconter, mais toujours avec modération. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire le before chez l'un, l'événement chez l'autre. Oui, on n'a pas encore défini, mais on sait que de toute façon, le sujet, ça ne sera pas un sujet, ça va vite se discuter. Et puis la Chartreuse, il y en a qui connaissent déjà bien ma maison. Je ne vais pas trop en parler avec Xavier, parce qu'il connaît déjà bien la cave. Voilà. Donc on aura de quoi vous raconter sur ce beau territoire avec notre Rhône qui nous apporte l'humidité, l'hygrométrie, tout ce qui va bien pour nous faire nos légumes, nos céréales. Les éleveurs, vous verrez, il y a un territoire. Il y a une histoire parce que la pyramide, j'y ai fait mon apprentissage après avoir fait un pré-apprentissage à l'époque avec Madame Point de son vivant et ça a été les premières grandes émotions que j'ai vécues parce que je crois que tout le résumé de ce qu'on vient de se dire, c'est les émotions qu'on a avec nos collaborateurs, qu'on a avec nos clients, en tout cas celles qu'on procure. Mais c'est pas seulement une bonne assiette. Hein. Les émotions, j'arrive hier soir, j'ai pas tourné pendant 2 jours pour trouver une place. J'ai pas eu à mettre 15 € dans le parc-mètre. J'ai retrouvé ma voiture intacte ce matin. Il y a eu un accueil, Amélie, le même prénom que ma fille, un accueil, un sourire, un regard, des yeux. Tout ça, c'est des émotions. Et puis, Jean-Philippe qui arrive me dit, tiens, j'avais commandé un croque-monsieur, j'ai fait un SMS à Marie-Lou, je dis, commande-moi un croque-monsieur, tu me mets dans ma chambre. Et puis Jean-Philippe arrive et puis il me dit, viens t'asseoir avec nous.
Fred Beau qui commence à l'ouvrir, mais j'ai t'es en retard, mais encore une fois. Désolé Fred. C'est cuisinier. Voilà, mais je pense qu'on aura quelque chose de sympa. En tout cas, je vous encourage à y venir. Et on fera de notre mieux pour vous faire voir un petit peu ce qu'on fait en Vallée du Rhône. Parler de transmission. Mais oui, évidemment. Je pense que on devient vieux trop tôt. On devient sage trop tard. Voilà, mais à un moment où je ne vais pas clôturer par une note pessimiste, mais je vais vous donner mon ressenti quand même. À un moment donné où peut-être que la France est aux portes des abîmes. À un moment donné où on essaye d'aller décrocher la Lune alors qu'on est en train de perdre la Terre. Tout ce que je viens d'écouter, ça fait du bien. Ouais, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Voilà, j'ai plein de copains ici. Je sais qu'ils partagent la même chose que moi. Donc merci pour ça. Merci de me réunir. Merci. Je vais... Bon, donc on vous donnera la date. En gros, ça sera un lundi, enfin dimanche soir before, lundi toute la journée. Et on se dit en gros vers avril, quoi. L'idée, ça serait ça. On va... Ouais, je pense qu'on va essayer de viser fin avril parce qu'on l'a vu encore cette année avec tous les ponts du mois de mai, c'est compliqué pour arriver à gérer les équipes, les clients, les producteurs, etc. Donc on va essayer de faire ça sur fin avril, mais très rapidement on va fixer la date de façon que chacun puisse le caler dans son agenda et garder... Et surtout pour que Mercotte puisse dire à la production, excusez-moi, ce jour-là, je ne suis pas là. J'ai eu la chance de prendre le petit déjeuner avec elle ce matin et j'ai tout compris au niveau du message qu'elle m'a fait passer. Voilà, donc on va veiller au grain que Mercotte ait la date le plus vite possible. Ouais, le plus tôt possible. Voilà, donc notez-le et puis mettez une option. Ne laissez rien au hasard. Hein. Le grand-père disait toujours, à force de prendre le chemin de je m'en fous, un jour on arrive au village de si j'avais su. Donc notez toutes les belles choses qu'on vit au quotidien et celle-ci en font partie, elle restera gravée pour moi. Voilà. Merci. Et rendez-vous en terre iséroise. Voilà. Une dernière chose. Un de mes maîtres, Alain Ducasse, m'avait confié en 2022 la responsabilité d'organiser la finale du concours du Meilleur de France Cuisine en Isère. A priori, ça s'était pas trop mal passé pour déjà 8 candidats et pour les membres du jury. Certains sont présents ici dans la salle, on en parlait. J'invite ceux qui n'ont pas été tout en haut des marches à repartir au combat. Le mot routine, le mot échec ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et il y en a un qui est tout en haut, il sait, on se regarde tous les deux, il sait de quoi je veux parler. Et cette année, nous fêtons à Lyon les 100 ans des Meilleures de France. Les Meilleures de France ont été créés en 1924. Pourquoi à Lyon? Parce qu'il y a déjà un très gros coup de projecteur sur Paris avec les Jeux Olympiques. Notez 6, 7, 8, 9 juin cette année. Ça se passe à Lyon, ça se passe à la Cité internationale. 191 métiers vont faire des démonstrations. Si vous avez un petit peu de temps, venez avec vos équipes, venez avec vos jeunes, venez tout seul, venez comme vous êtes. Il y a un très beau dîner de gala qui se passe avec une bande de copains le samedi 8 juin à l'abbaye Paul Bocuse. On va essayer de faire là aussi vibrer et puis transpirer tout ce qu'on a de beau dans ce pays. Voilà, merci.